Il est exclu du groupe des héros parce qu'il est inutile, mais il s'avère qu'il possède des compétences de niveau SSS dans tous les domaines, sauf le combat. Kurt est un garçon de 15 ans originaire d'un village caché dans les montagnes dont personne n'a jamais entendu parler. Il a toujours voulu être aventurier, alors il est venu en ville et a rejoint un groupe d'aventuriers de niveau S, mais seulement en tant que garçon de course. Pendant que les autres membres de son groupe combattent de puissants monstres, il est assommé avant même que le combat ne commence. Malgré cela, il est fier d'appartenir à un groupe considéré comme héroïque par tous, jusqu'au jour où les membres de son groupe lui annoncent qu'il est renvoyé. Kurt est consterné d'apprendre cette nouvelle choquante et demande ce qu'il a fait de mal, mais le chef du groupe lui répond qu'il n'a rien fait du tout, et que c'est justement le problème. Selon les lois de ce monde, un groupe ne peut compter que 4 membres, et ils doivent le renvoyer pour faire de la place à un mage de haut rang qui les aidera réellement. Kurt tente de supplier le chef du groupe de le laisser rester, mais il reçoit un coup de pied dans le ventre et est assommé, ce qui lui fait réaliser qu'il vit l'histoire cliché du perdant qui est expulsé du groupe des héros. Heureusement, il ne se plaint pas et ne s'apitoie pas sur son sort, et se rend immédiatement à l'agence d'intérim de la ville voisine pour chercher un emploi. Dès qu'il entre dans l'agence, il rencontre une réceptionniste surexcitée qui commence immédiatement à lui poser des questions pour un entretien d'embauche. Elle est surprise d'apprendre qu'il vient d'être renvoyé du groupe qui a récemment été promu au rang SS. Kurt est déprimé en parlant de cela, mais la réceptionniste le réconforte en lui disant que cela fera bonne impression sur son CV. Elle lui fait ensuite passer un test d'aptitude pour voir s'il a des compétences cachées, mais il obtient un G pour toutes les compétences liées au combat. Kurt est encore plus découragé, et la réceptionniste lui dit que la personne qui peut tester ses compétences non liées au combat reviendra la semaine prochaine. Kurt lui dit docilement qu'il est complètement fauché pour le moment, et la réceptionniste décide de lui donner une autre chance. Elle lui demande de ramasser un sac de sable qui se trouve dans un coin, et lorsque Kurt s'exécute, il sent le sable absorber son mana. Le sac devient incroyablement lourd, et la réceptionniste dit à Kurt de le lâcher. Elle lui explique que comme il a une bonne condition physique et de la force, il peut faire des travaux de construction pour gagner un peu d'argent, et Kurt est ravi d'accepter cette offre. Il se rend sur le chantier où un homme grincheux examine son CV, puis son corps de minet, avant d'accepter de lui donner un emploi, car il manque cruellement de personnel. Il explique à Kurt que sa tâche consiste à mélanger du ciment et à réparer les murs de la ville avec, et que s'il n'arrive pas à utiliser un demi-baril de ciment en 3 heures, il sera renvoyé. L'homme part sans attendre de réponse, et Kurt décide d'ajouter de la magie au ciment pour le rendre plus résistant, car c'était une évidence dans son monde. 3 heures plus tard, lorsque Grumpy revient pour voir où il en est, il est stupéfait de voir que Kurt a entièrement recouvert 30% du mur de son côté et utilisé tout le ciment mis à sa disposition. Il n'arrive pas à croire qu'un débutant puisse faire tout cela en 3 heures, mais Kurt interprète sa réaction choquée comme de la colère et s'excuse. Cependant, Grumpy lui dit de venir travailler aussi longtemps qu'il le peut et lui remet tout son porte-monnaie, en lui disant qu'il enverra le reste de son paiement à l'agence d'intérim. En 3 jours, Kurt termine seul le crépissage de la moitié du mur autour de la ville, provoquant la panique parmi les autres ouvriers. Grumpy s'en rend compte et dit à Kurt qu'il n'a pas besoin de venir travailler à partir de demain, car s'il le fait, il ne restera plus rien pour ceux qui ont plus besoin d'argent que lui. Il lui donne le reste de son salaire et lui dit de trouver un travail qui correspond mieux à ses capacités dans la capitale royale. Mais comme tout autre perdant qui doute de lui-même, Kurt pense que Grumpy dit tout cela uniquement pour le renvoyer. Il se rend à l'agence d'intérim et dit à la réceptionniste que, soudain, ils entendent une belle femme bronzée se disputer avec une autre réceptionniste au sujet d'une offre d'emploi. La réceptionniste de Kurt décide de parler à la jeune fille nommée Ulycia, qui a besoin d'un mineur pour explorer une montagne, mais elle ne les paiera que s'il trouve quelque chose de valeur. La réceptionniste dit à Ulycia que son offre n'est pas raisonnable, mais Kurt est suffisamment désespéré pour lui demander de l'engager, car il a déjà fait du travail dans les mines dans son village. La réceptionniste l'avertit qu'il y a de fortes chances qu'il soit payé, et même la jeune fille dit qu'elle recherche un nain fort et non un minet. Cependant, elle n'a pas d'argent pour embaucher un nain, alors elle accepte de prendre Kurt avec elle. Alors que Kurt s'en va, la réceptionniste commence à fantasmer sur le fait de l'embaucher pour qu'il soit son jouet sexuel soumis. Soudain, sa collègue lui annonce que le chef de chantier a envoyé un chèque pour le solde de Kurt. La réceptionniste est stupéfaite lorsqu'elle constate qu'il a reçu 200 pièces d'or et trébuches sur le sac de sable. Sa collègue l'aide à se relever tout en lui expliquant qu'il ne s'agit pas de sacs de sable ordinaires, mais d'appareils spéciaux permettant de mesurer la capacité magique d'une personne. Mais seules les personnes ayant le niveau d'un mage royal peuvent les activer. La réceptionniste décide d'écarter les sacs de sable, mais ceux-ci ne réagissent même pas à sa présence. Elle se souvient alors à quel point ils étaient lourds lorsque Kurt a essayé de les soulever, ce qui l'amène à se demander à quel point il est vraiment fort. De son côté, Ulycia emmène Kurt à sa base dans la montagne et lui annonce qu'ils vont dormir dans la même tente cette nuit. Kurt est troublé car il ne pourra pas se contrôler en dormant à côté d'une jolie fille. Et Ulycia est folle de joie car c'est le premier garçon à la trouver jolie. Après l'avoir réprimandée pour avoir essayé de la flatter, elle lui donne son dîner, qui n'est qu'une pomme de terre bouillie. Mais Kurt trouve quand même cela délicieux car cela fait très longtemps que personne ne lui a préparé à manger. Après cela, ils dorment dans la même tente, et Kurt sent son épée se dresser en voyant Ulycia complètement sans défense.
Cependant, étant un gentleman et une mauviette, il sort pour se masturber rapidement, puis se rendort. Il s'avère qu'Ulycia était juste en train de le tester pour voir si elle devait le choisir plutôt qu'un ours, et elle est séduite par son caractère et son apparence mignonne. Le lendemain matin, elle trouve Kurt endormi dehors, puis remarque qu'il a également réparé son manteau pendant la nuit. Alors qu'elle s'émerveille devant ses talents, Kurt se réveille. Ulycia passe alors aux choses sérieuses et lui dit qu'ils doivent gagner 10 pièces d'or avant la fin de la semaine. Cependant, elle n'a aucune idée de la manière de trouver quelque chose de valeur dans la montagne. Mais heureusement, Kurt a la solution. Il utilise ses connaissances pour trouver rapidement une roche contenant des cristaux qui valent 3 pièces d'or, et Ulycia n'en croit pas ses yeux. En quelques heures seulement, Kurt rassemble beaucoup de cristaux, mais il dit à Ulycia qu'ils ne se vendront pas cher car ils sont trop petits, et c'est pourquoi il décide de les transformer en cristaux magiques. Ulycia est stupéfaite, car les artisans capables de faire cela sont extrêmement rares, mais Kurt a déjà fini d'en transformer un avant même qu'elle ait eu le temps de se plaindre. Elle est stupéfaite, car il faut 1 heure pour fabriquer ne serait-ce qu'un petit cristal magique, ce qui surprend Kurt, qui commence à penser au maître capable d'utiliser la magie pendant 1 heure entière sans se fatiguer. Ulycia sait qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais elle laisse Kurt travailler sur les cristaux magiques. Une fois qu'il a terminé, elle décide d'aller en ville pour les vendre, mais Kurt choisit de rester afin de pouvoir explorer un peu plus la montagne. Ulycia se rend au poste des chevaliers et leur montre les cristaux magiques. Quand ils lui demandent les documents d'origine des cristaux, elle leur montre un pendentif, et les chevaliers paniquent car le pendentif signifie qu'elle est une aventurière travaillant directement pour la famille royale. Il lui accorde immédiatement la permission d'utiliser le dispositif de téléportation pour se rendre à la capitale royale. Ignorant qu'elle ne travaille plus pour la famille royale, une fois arrivée à la capitale, Ulycia se rend chez son ami Mimiko pour vendre les cristaux magiques. Au début, Mimiko dit que le cristal ne vaut pas grand-chose car il ne brille pas beaucoup, mais après l'avoir examiné de près, elle propose de l'acheter pour 10 pièces d'or. Ulycia est stupéfaite par ce prix. Alors Mimiko lui explique que les cristaux magiques contiennent 10 fois plus de mana et qu'ils ne brillent pas beaucoup car ils n'en perdent pas. Ulycia lui dit qu'elle en a 49 autres, et Mimiko les lui achète tous immédiatement. Une fois la transaction conclue, elle interroge Ulycia sur la personne qui a fabriqué les cristaux, mais celle-ci refuse de révéler l'identité de Kurt sans son autorisation. Même lorsque Mimiko utilise son statut de mage de la cour royale pour ordonner à Ulycia de parler, celle-ci reste sur ses positions. Finalement, Mimiko demande à Ulycia de s'assurer que la personne qui a fabriqué les cristaux ne parte pas dans un autre pays, et de lui dire qu'il pourra obtenir un titre de noblesse et le poste de mage de la cour s'il accepte de servir le royaume. Ulycia accepte, mais commence à paniquer dès qu'elle quitte la boutique. Elle retourne dans l'autre ville le lendemain matin et se rend immédiatement à l'agence pour l'emploi afin de se renseigner sur Kurt. La réceptionniste s'efforce de protéger son identité, mais Ulycia utilise son laissez-passer royal pour consulter son dossier. Elle est choquée d'apprendre ce qu'il a déjà fait, puis ordonne à la réceptionniste de ne jamais divulguer d'informations sur Kurt à qui que ce soit. Elle dépose ensuite la totalité de la somme qu'elle a obtenue en vendant les cristaux au nom de Kurt, puis se rend dans la montagne pour prendre de ses nouvelles. À sa grande surprise, Kurt a construit une maison à partir de rien en une seule journée, et en plus de cela, il ne pense pas que ce soit un exploit, car les habitants de son village faisaient cela tout le temps. Une fois à l'intérieur de la maison, Ulycia annonce à Kurt qu'on lui a proposé le poste de directeur du laboratoire royal de recherche en technologie magique, ainsi que le titre de noble pour les cristaux magiques qu'il a créés. Kurt n'arrive pas à y croire, mais quand Ulycia lui demande sa décision, il décide de refuser l'offre car il ne se sent pas assez compétent pour diriger d'autres personnes. Il lui dit également qu'il apprécie son travail en tant que freelance pour le moment, et Ulycia commence soudainement à se sentir gênée. Elle explique à Kurt qu'elle a gagné beaucoup d'argent en vendant les cristaux magiques qu'il a créés, mais comme elle n'y a pas contribué, elle n'a pris qu'une seule pièce d'or comme rémunération et a déposé le reste sur son compte. C'est pourquoi elle demande à Kurt de travailler à nouveau pour elle afin qu'elle puisse vendre ses cristaux magiques et gagner la somme dont elle a besoin sous forme de commission. Il lui annonce avec enthousiasme qu'il a trouvé un autre bon endroit pour extraire des minéraux et lui dit qu'il va préparer ses outils, mais Ulycia lui demande d'attendre, pensant qu'il doit être fatigué. Kurt lui répond qu'il a dormi 6 heures d'affilée, ce qui laisse Ulycia perplexe, car elle ne comprend pas comment il a pu faire cela malgré la construction de la cabane. Cependant, Kurt pense qu'elle est contrariée parce qu'il a trop dormi, car lui-même n'a dormi que 4 heures lorsqu'il travaillait avec le groupe d'aventuriers de rang S. Après cela, Kurt l'a conduit à l'endroit dont il lui a parlé et lui dit de ne pas creuser à plus de 50 mètres de profondeur. Il laisse Ulycia à cet endroit et décide de continuer à creuser à l'endroit où ils ont trouvé les cristaux plus tôt. Quelques heures plus tard, Ulycia parvient à extraire du sol une topaze de la taille d'un ballon de football, et elle est ravie car elle peut désormais gagner de l'argent grâce à ses propres efforts. Elle décide alors d'aller voir Kurt, et cette fois, elle est sûre qu'il a déjà creusé une grotte. Cependant, Kurt dépasse une fois de plus ses attentes et elle découvre qu'il a créé une véritable mine dans la montagne, et qu'il a même mis de la mousse luminescente sur les murs afin qu'il n'ait pas besoin de lumière supplémentaire. Ulycia est stupéfaite et c'est à ce moment-là que Kurt arrive avec une caisse de pierre dans les mains. Ulycia lui demande avec impatience comment s'est passé son travail, espérant qu'il ne lui réserve plus de surprises. Kurt lui répond qu'il a malheureusement trouvé beaucoup de pierres inutiles et très peu du minéral qu'il recherchait.
Ulycia est secrètement ravie d'entendre cela, mais lorsque Kurt lui dit que les pierres inutiles s'appellent du mithril, elle est complètement abasourdie. Kurt explique que dans son village, ils ont extrait tellement de mithril qu'ils l'ont simplement jeté, et Ulycia a l'impression que son esprit va exploser, car le mithril est encore plus cher que le platine et le diamant. Elle tombe à genoux, désespérée, mais demande ensuite à Kurt quel était l'autre minerai qu'il cherchait, et Kurt lui montre un morceau du minéral appelé orichalque. Ulycia reconnaît ce minéral légendaire appelé métal des dieux. Elle lui demande comment il a trouvé quelque chose d'aussi rare dans cette montagne. Et Kurt lui répond que l'orichalque peut être trouvé partout dans le monde à partir de 7 km de profondeur. Ulycia n'a même pas l'énergie d'être encore plus surprise, elle se contente de confirmer que Kurt a creusé à 7 km de profondeur, puis est remonté à la surface pendant le temps qu'il lui a fallu pour trouver un minéral. À ce moment-là, les rayons dorés du soleil pénètrent dans la mine par l'autre côté, et elle se rend compte que Kurt a creusé un tunnel à travers la montagne pendant qu'il exploitait la mine. Mais elle accepte cela comme une chose tout à fait normale pour lui. Heureusement, Ulycia peut utiliser le tunnel comme un nouveau chemin entre le village et la ville voisine, car il réduit considérablement le temps de trajet. Elle décide de laisser les marchands agréés utiliser le tunnel pour atteindre rapidement leur destination en échange d'une redevance d'entretien, qui suffirait à couvrir ses impôts et ses dépenses. Quelques jours plus tard, Kurt se rend en ville où il rencontre Bandana, l'un des membres de son ancien groupe. Kurt est ravi de la voir et lui demande si les autres membres du groupe sont là aussi, mais Bandana lui répond qu'elle a quitté le groupe. Après l'expulsion de Kurt, le groupe a eu beaucoup de mal à accomplir ses missions et Bandana savait qu'ils étaient fichus. Puis, il y a eu un autre incident où le chef du groupe a piqué une crise parce qu'il n'aimait pas la nourriture du restaurant le plus célèbre de la ville. Il a saccagé l'endroit et est parti sans payer l'addition, et les gardes se sont mis à sa recherche. Il a alors ordonné à Bandana de retrouver Kurt et de le ramener à tout prix pour qu'il leur prépare à manger. Bandana a pris sa pierre de téléportation sous prétexte de retrouver Kurt rapidement, mais elle savait que le chef du groupe allait se faire arrêter et que, comme leur guérisseur avait été convoqué par l'église, elle n'avait aucune raison de revenir. Cependant, elle ne dit rien de tout cela à Kurt et lui explique qu'elle a également été renvoyée. Il est bouleversé en entendant cela, car cela signifie qu'une personne comme lui ne pourra jamais revenir dans le groupe. Il dit à Bandana qu'il admirait beaucoup le chef du groupe et elle se contente de ricaner, car elle sait quelque chose que les autres membres du groupe ignorent. Elle décide de changer de sujet en disant à Kurt qu'elle est également freelance comme lui, et que puisqu'ils sont dans le même bateau, ils devraient s'entraider. Elle lui dit qu'un de ses amis, qui est un maître d'atelier, l'un des 15 maîtres artisans du royaume, a besoin d'aide de toute urgence. Elle demande à Kurt de les aider pour elle, et le petit naïf ne peut pas lui dire non. Il suit la carte qu'elle lui a donnée et arrive à l'atelier du maître artisan, où une jolie elfe lui ouvre la porte. Kurt est surpris, pensant que cette humble personne est l'atelière Mesté, mais elle se présente comme Michelle, l'assistante du maître artisan. Elle accueille joyeusement Kurt à l'intérieur lorsqu'il lui dit qu'il est là pour les aider sur recommandation de Bandana. Cependant, Kurt commence à le regretter dès qu'il entre dans la maison, car elle empeste plus qu'une chambre de célibataire. Il constate que tout l'endroit est couvert de saleté et Michelle lui dit qu'elle a besoin de son aide pour le nettoyer. Kurt se rend compte qu'il a été appelé ici uniquement pour aider aux tâches ménagères, et non pour aider directement le maître artisan. À ce moment-là, le maître appelle Michelle à l'atelier et elle laisse Kurt faire son travail. Il sort immédiatement son matériel de nettoyage, en moins de 30 minutes, il transforme la cuisine sale en un endroit propre. Après cela, il décide de suivre la direction prise par Michelle et frappe à une porte. Une voix lui dit d'entrer, et Kurt obéit, pour découvrir une fille en train de se changer. Il panique à cause de cela, mais la jeune fille est complètement inconsciente et sans défense. Elle ne se soucie pas que Kurt la regarde fixement alors qu'il se présente nerveusement, mais il remarque alors une marque de malédiction sur son ventre. Kurt devient curieux à ce sujet et demande la permission à la jeune fille d'inspecter la marque de malédiction. Il pense qu'elle est en très mauvais état, mais heureusement, elle est encore en assez bonne santé pour avoir faim. Kurt décide de lui préparer quelque chose de léger et retourne à la cuisine. De son côté, Ulycia apporte le mithril et l'orichalque que Kurt a extrait à son ami Mimiko, qui lui dit que la valeur totale de ces minéraux rares dépasse les 50 000 pièces d'or. Toutes deux s'accordent à dire que c'est une somme ridiculement énorme et Mimiko commence à se demander comment un enfant aussi monstrueux a pu rester caché du monde jusqu'à présent. Ulycia n'en a aucune idée, mais elle révèle son plan, faire de Kurt un étlier Mester, puis devenir sa garde du corps pour assurer sa sécurité. Mais le plus gros problème de son plan est que Kurt se sous-estime beaucoup. De son côté, Kurt a fini de préparer la bouillie pour la fille maudite lorsque Michelle revient dans la cuisine avec sa maîtresse Ophélia. Tous deux sont surpris de voir la cuisine propre, et Kurt s'excuse auprès d'Ophélia d'avoir utilisé la cuisine sans sa permission. Il lui explique qu'il préparait de la nourriture pour la fille maudite, et Ophélia lui fait promettre de ne parler d'elle à personne. Sur ce, elle donne à Kurt son salaire pour la journée et le renvoie. Se sentant négligente d'avoir laissé un étranger comme lui rencontrer la fille maudite Lise, Ophélia retourne ensuite dans la chambre de Lise, qui est sa seule élève. Après l'avoir aidée à s'habiller correctement, Ophélia dit à Lise qu'elle va tester la bouillie pour vérifier qu'elle ne contient pas de poison. Mais celle-ci lui répond que ce n'est pas nécessaire car elle fait confiance à Kurt. Ophélia accepte sa demande et Lise mange alors la bouillie. Elle l'apprécie beaucoup, mais soudain, elle se met à gémir de douleur et tombe au sol.
Ophélia panique en pensant que Kurt a vraiment empoisonné la nourriture, mais alors qu'elle se met à courir pour trouver un antidote, Lise l'arrête. Elle se relève soudainement et dit à Ophélia qu'elle est guérie, lui montrant que la malédiction a disparu. Ophélia n'en croit pas ses yeux, car elle n'avait pas réussi à lever la malédiction, et la rapidité avec laquelle Lise s'est rétablie est également très suspecte. Elle se rend immédiatement à la capitale avec Lise et se rend à la boutique de Mimiko. Mimiko demande à Ophélia la raison de sa venue, lorsque Lise leur révèle soudainement son visage, et Mimiko et Ulycia tombent à genoux, car Lise est en fait la 3e princesse du royaume. Ophélia explique que la mère de Lise était originaire d'un pays voisin et qu'elle est la seule à garantir la paix entre les deux pays. Elle a été maudite par quelqu'un dans le but de déclencher une guerre, mais aujourd'hui, la malédiction a soudainement été levée. Ophélia demande à Mimiko de l'aider à trouver qui a jeté le sort, mais Mimiko est plus curieuse de savoir comment le sort a été brisé. Lise leur raconte avec joie que c'est grâce à un homme nommé Kurt, et Mimiko et Ulycia sont toutes deux stupéfaites d'apprendre qu'il est également impliqué dans cette affaire. Ophélia explique alors que Lise s'est libérée de la malédiction après avoir mangé la bouillie préparée par Kurt, et Ulycia se demande quelles autres choses impossibles Kurt a accomplies pendant les 6 heures qu'elle a passées loin de lui. Mimiko intervient soudainement et dit que la personne qui a jeté le sort sur Lise doit avoir des liens avec un utilisateur de sort et suffisamment d'influence pour interférer avec la barrière anti-sortilège autour du palais. Elle a 3 suspects qui correspondent à ces critères, à savoir Sanova, le premier général des forces expéditionnaires royales, le pape Tristan de l'église de Pologne et Isidora, la 3e reine du royaume. Si Ophélia et Lise s'accordent à dire que Tristan et Isidora sont capables de manipuler la barrière anti-malédiction, elles ne pensent pas que Sanova en soit capable. Ulycia répond que Sanova a des liens avec la guilde des voleurs, qui sont experts en la matière. Ne pouvant identifier le coupable avec certitude, Ophélia élabore un plan. Elle propose de tendre un piège pour trouver la personne qui veut nuire à la princesse. Elle explique que selon les lois de leur pays, Lise est devenue adulte après son 15e anniversaire et qu'elle doit désormais passer un an en formation. Ophélia dit qu'ils vont créer un faux atelier pour cela, puis inventer un faux maître d'atelier pour le diriger. Lorsque Lise commencera sa formation sous la direction du faux maître d'atelier, ses ennemis tenteront de recueillir des informations sur son maître, mais comme il s'agit d'un faux, ils ne trouveront rien. Mimiko comprend que si les ennemis de la princesse s'efforcent trop d'en savoir plus sur son maître, ils se trahiront, mais Ophélia ne sait pas où trouver quelqu'un de qualifié pour jouer le rôle du faux maître d'atelier. Ulycia a la réponse à son problème et lui montre immédiatement le cristal magique fabriqué par Kurt. Alors qu'Ophélia est stupéfaite d'apprendre que Kurt a plus d'un rang SSS, Lise est vraiment impressionnée. De son côté, Kurt se rend à l'atelier d'Ophélia le lendemain, mais il constate qu'il est fermé. En sortant, il croise Michel, qui lui dit qu'après sa visite de la veille, Ophélia a quitté la maison et qu'il n'y a donc pas de travail pour lui. Kurt est déprimé en entendant cela, mais il est alors distrait par les gargouillements de son estomac. Il se rend immédiatement dans une auberge pour manger, et là, il surprend la conversation de quelques aventuriers qui parlent d'annuler une mission parce que leur porteur les a abandonnés. Kurt pense que c'est une chance pour lui de trouver un travail et il s'approche des aventuriers pour leur proposer ses services. La jeune fille lui répond qu'un gringalet comme lui ne peut même pas porter son propre poids. Mais le chevalier la gifle et dit à Kurt qu'il n'a pas l'air assez fort pour les aider, car ils vont chasser des golems qui pèsent plus de 200 kilos. Kurt leur répond joyeusement qu'il peut porter 200 kilos sans aucun problème. Pour prouver sa force, il décide de soulever les 2 hommes du groupe. Il soulève d'abord le samouraï, puis le chevalier qui porte une armure complète, impressionnant tout le monde à l'auberge. Après avoir prouvé ses capacités, Kurt réussit à obtenir le poste de porteur du groupe pour cette mission. Et une fois les présentations terminées, il se rend compte que ce sont des gens sympathiques. Il décide de faire de son mieux pour ne pas les décevoir, mais dès qu'il s'apprête à entrer dans un donjon, il marche sur une boue et reste coincé. La ranger Sina lui dit de poignarder le cœur du Slim pour le tuer, mais Kurt n'y parvient pas et se poignarde lui-même à la place. Sina est très déçue par son manque de compétences au combat, mais elle tue le Slim à sa place. Kurt s'excuse auprès de son groupe de les avoir ralentis, mais ils lui disent qu'il ne doit pas s'en faire, car son rôle est simplement de porter des objets, et que leur rôle est de le protéger. C'est une expérience complètement nouvelle pour Kurt, car les membres de son ancien groupe se mettaient en colère chaque fois qu'il commettait une erreur. Il se met à pleurer à cause de cela, mais il essuie ses larmes et reprend la mission. Une fois arrivé à la grotte, Sina répand de la mousse lumineuse pour leur donner une meilleure visibilité et Kurt repère des excréments de gobelins frais. Les aventuriers lui disent qu'ils peuvent facilement venir à bout de 2 ou 3 gobelins, mais qu'ils devront s'enfuir s'ils tombent sur un groupe. Ils continuent leur chemin et Kurt trouve quelque chose sur la paroi de la grotte. Soudain, les aventuriers aperçoivent un gobelin. Ils le tuent immédiatement, mais le gobelin appelle ses amis avant de mourir. Bientôt, des bruits de gobelins se font entendre des 2 côtés, et les aventuriers réalisent qu'ils n'ont plus aucun moyen de s'échapper. Kurt leur dit qu'il a trouvé un passage secret qu'ils peuvent utiliser pour s'échapper, mais les aventuriers décident de faire autre chose à la place. Dès que Kurt ouvre la porte secrète, Sina le suit en disant qu'elle va l'aider à trouver la sortie, mais au lieu de cela, elle ferme la porte.
Kurt ne comprend pas ce qu'elle fait, mais le guerrier et le samouraï de l'autre côté lui expliquent qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper avec des gobelins qui arrivent des deux côtés. C'est pourquoi ils ont décidé de rester et d'arrêter les gobelins pendant que Kurt et Sina trouvent un moyen de sortir. Kurt est choqué d'entendre cela et dit qu'il va les aider à se battre. Mais Sina lui dit de se taire car il n'est même pas capable de tuer un Slim et qu'il ne ferait que ralentir ses amis. Kurt est dévasté lorsqu'il réalise que les deux aventuriers sacrifient leur vie pour lui et qu'il ne peut même pas faire quoi que ce soit pour les aider. Mais Sina lui dit qu'ils survivront. Elle dit à Kurt qu'ils doivent trouver rapidement un moyen de s'échapper, mais alors qu'elle répand la mousse lumineuse dans la pièce, elle aperçoit un golem dragon de fer et se fige de terreur. De son côté, Ulycia conduit Lies à l'auberge où Kurt séjourne, mais il ne le trouve pas dans sa chambre. Soudain, Bandana apparaît devant la chambre et leur dit que Kurt est parti dans une grotte au nord avec un groupe d'aventuriers. Ulycia se précipite dehors pour voir, mais lorsqu'elle arrive sur place, Bandana a disparu. Ulycia pense qu'il s'agit peut-être d'un piège, mais elle s'inquiète davantage pour Kurt, alors elle décide de se rendre dans les grottes pour le chercher. Lies dit qu'elle l'accompagnera car elle connaît suffisamment de magie pour se protéger et Ulycia n'a d'autre choix que de la laisser venir. Elles atteignent rapidement la grotte et Lies identifie les empreintes de Kurt sur le sol. Une fois qu'elles atteignent le sol dur et que les empreintes s'arrêtent, Lies utilise un sortilège pour aiguiser ses sens. Ulycia pense que la princesse va améliorer son ouïe pour retrouver Kurt. Cependant, cet obsédé préfère aiguiser son odorat et renifle les murs pour trouver la direction prise par Kurt. Ulycia est à la fois consternée et jalouse de Lies, mais elle entend soudain des bruits provenant de loin. Elle se rend compte que quelqu'un se bat contre des gobelins devant elle et décide de les aider. Lies augmente donc sa force grâce à la magie. Ulycia se précipite et sauve les deux aventuriers encerclés par les gobelins, les laissant bouche bée. De son côté, Sina fait une dépression nerveuse à cause des golems dragons de fer qui se trouvent devant elle. Elle sait que les golems les attaqueront dès qu'ils tenteront de passer, ce qui signifie que les membres de son groupe risquent leur vie pour rien. Elle est déprimée, mais Kurt lui dit de se remonter le moral car ils vont s'échapper. Sina pense qu'il délire, mais Kurt s'avance calmement vers les golems dragons. Elle panique lorsque les golems s'activent et l'attaquent, mais Kurt esquive leurs attaques et grimpe sur eux en une fraction de seconde. Puis, d'un seul coup de poignard, il brise la queue du golem. Le golem dragon tente de l'attaquer par désespoir, mais Kurt l'esquive également, puis lui brise la tête d'un autre coup. Sina ne peut que le regarder avec terreur et admiration tandis que Kurt démantèle rapidement les golems un par un. Elle lui demande ce qu'il vient de faire, et Kurt lui répond simplement qu'il avait l'habitude d'extraire des golems de fer dans son village. À ce moment-là, Ulycia enfonce la porte à coups de pied à la recherche de Kurt, et Sina, stupéfaite, commence à lui raconter comment il a détruit les golems de fer avec sa dague. Ulycia a du mal à y croire elle aussi, mais elle décide de s'occuper d'abord des choses les plus importantes. Elle dit à Kurt que les aventuriers avec lesquels il est venu ici vont bien et qu'elle a des nouvelles importantes à lui annoncer. Elle lui annonce qu'un nouvel atelier étlier va bientôt voir le jour et qu'elle va y travailler comme garde du corps. Elle demande à Kurt de venir travailler à l'atelier avec elle, car Ophélia l'a chaudement recommandé après l'avoir vu à l'œuvre chez elle. Kurt est ravi d'apprendre cela, mais il hésite, car il estime qu'il doit travailler avec le groupe d'aventuriers. Cependant, les aventuriers lui disent qu'il ne doit pas laisser passer cette occasion en or. Ulycia ajoute que comme l'atelier est nouveau, ils ont besoin de beaucoup de travailleurs et décide d'embaucher les aventuriers également. Tout le monde est satisfait de cet arrangement. Puis Ulycia dit à Kurt qu'il devrait faire évaluer ses compétences non liées au combat avant de commencer à travailler à l'atelier. Kurt est d'accord avec elle et se rend à l'agence d'intérim, où Mimiko est arrivée de la capitale pour l'évaluer. Une fois l'évaluation terminée, Kurt sort faire la fête avec ses amis aventuriers, mais Ulycia va parler à Mimiko du résultat. Mimiko lui dit qu'elle a dit à Kurt qu'il avait des compétences de niveau B en cuisine, en nettoyage et en exploitation minière, et des compétences de niveau C dans tous les autres domaines. Cependant, ce n'était qu'un mensonge, car il avait des compétences de niveau SSS dans tous les domaines. Mimiko dit que c'est une bonne chose qu'elle ait fait l'évaluation, car cela serait extrêmement dangereux si la nouvelle venait à être divulguée. Au moment où elle dit cela, elle entend un gémissement et se retourne pour voir la réceptionniste qui essaie de se boucher les oreilles pour convaincre Mimiko et Ulycia qu'elle n'a rien entendu. Peu après, Kurt et son groupe partent pour une ville lointaine dans un wagon à grande vitesse, tandis que Kurt montre à tout le monde à quel point il est incivilisé en collant son nez à la fenêtre. Lies explique que la ville où ils se rendent était autrefois une base militaire située à côté du territoire des démons. Elle est assez éloignée du reste du pays, et ils ne peuvent même pas s'y téléporter directement. Mais Lies précise qu'il s'agit tout de même d'une ville importante pour l'Alliance. Le groupe d'aventuriers n'arrive toujours pas à croire qu'ils vont être employés par l'étlier Mester dans une ville aussi importante, mais Ulycia leur dit qu'ils sont tout à fait qualifiés pour ce travail. Le guerrier Kanz et le samouraï Danjo sont ravis d'entendre cela et demandent des informations sur l'étlier Mester qu'ils vont servir. Mais cela laisse Ulycia sans voix et elle trouve une excuse en disant que le Mester est occupé par un travail imprévu. Pendant ce temps, Sina ne croit pas qu'il soit qualifié pour travailler avec un maître de l'atelier. Elle pense qu'Ulycia leur a proposé ce travail uniquement pour les faire taire, et elle est déterminée à protéger son frère et Danjo s'il venait à être en danger. Ils arrivent bientôt dans la ville où leur atelier va être situé, mais Kurt se souvient que c'est là qu'il a commencé à travailler en tant que freelance.
Il est triste de se rappeler qu'il a été licencié après seulement 3 jours de travail sur le chantier, mais une fois dans la ville, il constate que le mur restant n'a pas encore été réparé. Ulycia le distrait en lui disant qu'ils sont peut-être en train de réparer le mur avec une technique différente, et Kurt croit à ce mensonge. Peu après, ils arrivent à l'emplacement de leur atelier, mais ce n'est qu'un terrain vague. Ulycia annonce à tout le monde qu'ils vont séjourner dans une auberge jusqu'à ce que l'atelier soit construit, puis se tourne vers Kurt et lui demande s'il peut tout faire tout seul. Kurt lui répond nerveusement qu'il ne peut pas construire un atelier en une seule journée, mais qu'il peut y arriver en 3 jours. Les aventuriers sont stupéfaits en entendant cela, mais Ulycia dit à Kurt qu'il devrait prendre son temps et leur demander s'il a besoin de matériaux. Kurt prépare immédiatement une liste avec des articles tels que des améthystes, des saphirs et des ailes de griffon, et Ulycia lui dit qu'elle les apportera dans 2 jours. Sina se méfie de cette étrange liste et Ulycia remarque sa réaction étrange. Elle demande rapidement à tout le monde de la suivre à l'auberge afin que Kurt puisse travailler en paix. Elle demande également à Kurt de venir à l'auberge pour manger et se reposer, ce qu'il accepte. Sur ce, tout le monde se rend à l'auberge et Ulycia convoque une réunion avec les aventuriers pour leur communiquer des informations importantes. Elle se présente comme une aventurière ayant autrefois travaillé pour la famille royale, puis ment en se présentant comme la 3e princesse du pays. Les aventuriers sont stupéfaits en entendant cela et demandent si Kurt est également un noble. Ulycia répond qu'ils ne connaissent pas non plus la véritable identité de Kurt, mais qu'ils savent que ses compétences au combat sont toutes de rang G et que toutes ses autres compétences sont de rang SSS. Elle explique qu'ils n'en ont pas parlé à Kurt car il ne les croirait pas, ce qui met Sina en colère. Elle s'en prend à Ulycia, lui reprochant d'exploiter Kurt en lui cachant la vérité, puis se tourne vers son frère pour obtenir son soutien. Cependant, Ken sait qu'ils ont affaire à des choses qui dépassent leur niveau de rémunération, alors il demande aux filles de continuer. Liz leur raconte alors qu'elle a été maudite par quelqu'un et que Kurt a brisé la malédiction en lui préparant du porridge. C'est pourquoi ils ont décidé d'ouvrir un atelier dans cette ville éloignée, afin de pouvoir cacher leur identité au monde et forcer la personne qui l'a maudite à venir la chercher. Liz explique que Kurt ne sait rien de tout cela et qu'il ignore même qu'elle est une princesse, mais qu'il l'a quand même aidé sans rien demander en retour. Ulycia dit que Kurt est trop pur pour ce monde et qu'elle veut le protéger, et Liz demande aux aventuriers de les aider dans cette tâche. Danzo et Ken acceptent immédiatement leur demande car Kurt est leur ami, mais Sina ne leur fait toujours pas confiance. Elle demande pourquoi ils devraient risquer leur vie pour quelqu'un qu'ils ont rencontré il y a seulement 3 jours, et Ulycia répond qu'elle la comprend très bien car elle aussi n'a rencontré Kurt qu'il y a 6 jours. Sina est choquée d'apprendre cela et quitte l'auberge en se demandant quoi faire. Elle décide d'aller voir Kurt d'abord et de lui dire la vérité, mais une fois qu'elle entre dans l'atelier, elle constate que Kurt a déjà terminé le sous-sol. Elle est consternée, mais Kurt lui explique qu'il travaille très lentement car dans son village, les gens peuvent construire une 12aine de maisons en une seule journée. Sina, choquée, demande à Kurt s'il ne déteste pas qu'on lui impose du travail, et il répond qu'il aime beaucoup cela, car tous les membres de son ancien groupe le traitaient d'inutile, mais qu'il a maintenant la chance d'être utile à tout le monde. Sina comprend soudain pourquoi Ulycia a dit que Kurt était trop pur, et elle décide de se joindre à elle pour protéger Kurt du monde. De son côté, Danzo retourne dans la ville où il travaillait auparavant et rencontre Bandana, qui travaille comme informatrice. Elle lui apprend que le porteur qui les a abandonnés lors de leur dernière mission est en réalité un criminel récidiviste qui rejoint des groupes pour les saboter. Elle lui explique qu'un groupe rival l'avait payé pour les convaincre de participer à cette mission dangereuse afin qu'ils meurent tous, et qu'il avait failli réussir. Danzo remercie Bandana et la paix pour l'information avant de se rendre au bar où il savoure son succès. Il maudit le groupe de Danzo pour avoir survécu à la dangereuse grotte et avoir ensuite obtenu une offre d'emploi de la 3e princesse, mais il prévoit toujours de les écraser afin d'augmenter sa valeur aux yeux de son futur client. Cependant, lorsqu'il remarque Danzo assis derrière lui, il panique et s'enfuit du bar. Il trébuche sur un fil et Danzo le rattrape facilement, lui disant qu'il aurait dû être plus vigilant lorsqu'il l'a engagé. Le traître fait pipi dans son pantalon en implorant sa pitié. Heureusement pour lui, Danzo ne veut pas le tuer. Il se contente de le laisser avec un avertissement de ne plus jamais s'approcher de ses amis, mais cela déçoit Bandana, qui se cachait dans l'obscurité depuis le début. Elle voulait que Danzo s'occupe du traître, car celui-ci pourrait nuire au plan de son maître à l'avenir, mais alors qu'elle s'apprête à le faire elle-même, 2 espions arrivent et emmènent le traître. Bandana les reconnaît comme étant les membres de l'unité de renseignement dirigée par Mimiko, que son maître lui avait demandé de laisser tranquille. À ce moment-là, elle reçoit un message de son maître concernant sa prochaine mission, enquêter sur la ville natale de Kurt. Pendant ce temps, 3 jours se sont écoulés depuis que Kurt a commencé à travailler sur l'atelier, et lorsque tout le monde arrive pour le découvrir, ils n'en croient pas leurs yeux. L'atelier est le bâtiment le plus luxueux qu'ils aient jamais vu, et il y a des arbres fruitiers dans le jardin. Personne ne comprend comment Kurt a fait tout cela en seulement 3 jours, mais ils n'ont pas encore vu l'intérieur de l'atelier. Tout est entièrement meublé, et Kurt a même créé un dispositif spécial qui peut produire toute l'eau dont ils ont besoin. C'est la partie qui intrigue le plus tout le monde, et il demande à Kurt d'expliquer comment il l'a fabriqué. Il explique à Ulycia qu'il a transformé les pierres précieuses qu'il avait commandées en cristaux magiques afin qu'ils puissent fournir de l'eau, de la lumière et de la chaleur au bâtiment tout au long de l'année.
Il a également construit des chambres privées pour tout le monde et un bureau somptueux pour Letliemester. Il demande à Ulycia quand Letliemester reviendra, et elle prétexte qu'il est occupé par quelque chose de nouveau cette fois-ci. Elle lui demande ensuite où se trouve sa chambre, et il répond que comme il est seulement chargé des courses, il n'a pas besoin de chambre et qu'il va donc rester dans le placard vide de la cuisine. Tout le monde panique en entendant cela, puis Ulycia et lui disent d'utiliser le bureau comme chambre, car il va rester vide pour le moment. Il faut 2 heures de persuasion de la part de tout le monde pour convaincre Kurt d'utiliser le bureau comme chambre. Ulycia lui demande ensuite s'il peut créer une barrière pour protéger la maison des malédictions, mais cela dépasse les compétences de Kurt. Ulycia doit utiliser la méthode traditionnelle qui consiste à tracer des cercles de protection tout autour de la maison pour protéger Liz et les autres des malédictions, mais elle sursaute lorsque Liz ouvre sa porte, s'attendant à voir Kurt venu se glisser dans son lit pendant la nuit. Cependant, le lendemain matin, alors que tout le monde s'affaire à déguster la nourriture préparée par Kurt, celui-ci se met en tête de nettoyer les cercles de protection, pensant qu'il s'agit de graffiti. Ulycia se précipite pour l'en empêcher, mais il est trop tard et Kurt nettoie le dernier cercle sous ses yeux, même si Mimiko avait dit qu'ils étaient impossibles à enlever. Elle invente une histoire pour expliquer ces cercles à Kurt, mais elle commence alors à s'inquiéter car elle n'en a plus. Et si quelqu'un s'en prend à la princesse maintenant, elle est la seule à pouvoir la protéger. Quelques jours se sont écoulés depuis cet incident, heureusement, Liz n'a pas été victime d'attaque. Ulycia est soulagée de voir que la princesse semble en parfaite santé, même si Kurt a effacé les cercles magiques destinés à conjurer les malédictions. Elle se demande si c'est parce que leurs ennemis ignorent où elle se trouve ou si la cuisine de Kurt annule simplement toutes les malédictions qui lui sont jetées sans que personne ne le sache. De plus, Mimiko est arrivée en ville et a déployé son réseau d'espions pour attraper leurs ennemis. Ulycia pense qu'ils peuvent être tranquilles pour le moment. Elle goûte ensuite le gâteau préparé par Kurt et est émerveillée par son goût délicieux. Liz fait également l'éloge du gâteau et Kurt lui dit qu'il l'a préparé avec de la farine de riz. Liz remarque qu'il est doué pour cuisiner le riz, car c'est son porridge de riz qui a brisé sa malédiction. Elle lui demande de lui en préparer chaque fois qu'elle sera victime d'une malédiction. Mais Kurt lui répond que ce n'est pas nécessaire, car elle ne sera plus jamais maudite. Ulycia est surprise d'entendre cela et demande à Kurt comment il peut affirmer cela avec autant d'assurance, alors qu'il leur avait dit plus tôt qu'il était difficile de créer une barrière pour se protéger contre les malédictions. Kurt lui répond qu'il est en effet difficile de créer une barrière pour repousser les malédictions à l'intérieur du bâtiment, car le bâtiment lui-même est une barrière qui reflète toutes les malédictions. Kurt explique qu'il ne peut pas créer une autre barrière à l'intérieur, c'est pourquoi il a fait cette déclaration plus tôt. Il ajoute qu'il a légèrement modifié la fonction de la barrière et qu'au lieu de refléter la malédiction sur l'utilisateur, elle le fait briller de 1000 feux, car il ne veut pas que quelqu'un soit blessé par la malédiction. Ulycia part immédiatement pour informer Mimiko et les autres, et Kurt demande à Liz si elle aimerait aller faire du shopping avec lui. Liz est triste d'entendre cela, car même si elle aimerait l'accompagner, elle ne peut pas quitter la sécurité du bâtiment. De leur côté, le général Alred et son assistant patrouillent les remparts de la ville en raison du brouillard épais qui les entoure. Le général a le sentiment que quelque chose de grave va se produire, mais son assistant lui dit qu'ils ne doivent pas trop s'inquiéter, car les remparts ont été réparés correctement. Il rappelle à Alred qu'il a lui-même supervisé le projet, et le général répond qu'il l'a fait pour s'assurer qu'aucun espion ennemi ne compromette la sécurité de la ville. Pendant ce temps, Mimiko, Ophélia et Ulycia trouvent un utilisateur de malédiction qui brille même après sa mort. Mimiko leur dit qu'il était déjà mort lorsque ses espions l'ont trouvé, et Ophélia remarque que Kurt a créé une barrière réfléchissante très puissante qui fonctionne même lorsque la cible est morte. Elle dit que si Kurt coopère pleinement avec eux, ils peuvent résoudre ce problème en une seule journée. Mais Ulycia s'y oppose car elle ne veut pas le mettre en danger. Soudain, ils entendent les alarmes de la ville retentir alors qu'une armée de monstres squelettes s'approche des remparts. Le général Alred et son assistant paniquent en voyant cela, mais ils rassemblent rapidement les soldats. Alred décide de rester sur place et de défendre la ville au péril de sa vie, et demande à son assistant d'évacuer la population. Mais soudain, les squelettes pénètrent dans les remparts et disparaissent. Tout le monde est perplexe face à ce qui se passe, et même Ulycia et les autres reçoivent ce rapport par l'intermédiaire de son espion. Ulycia se rend soudain compte que les monstres disparaissent après avoir été absorbés par la partie ouest des remparts, celle que Kurt a réparée. Bientôt, la première vague de monstres est complètement absorbée par le mur, mais d'autres vont bientôt arriver. La responsable de l'attaque est Marleyfest, la guérisseuse de l'ancienne troupe de Kurt, qui a été exilée par l'évêque après l'arrestation du chef de la troupe. Marleyfest a tenté d'expliquer qu'elle n'avait rien à voir avec cela, mais l'évêque Hippopotame lui a répondu que ses actions avaient fait honte à l'église. Cependant, il lui a donné une chance de se racheter et d'être promu prêtre officiel. Marleyfest était impatiente d'en savoir plus, et l'évêque lui a servi un vin coûteux avant de lui parler de la mission. Dès que Marleyfest a bu le vin, le gros salaud lui a dit que sa mission était de l'aider à assassiner la troisième princesse, Lee. Elle fut stupéfaite d'entendre cela, et l'instant d'après, une malédiction s'empara de son corps. L'évêque lui dit que le vin était maudit et qu'elle ne pourrait désormais plus consommer autre chose que de l'eau jusqu'à ce qu'elle ait tué Lee. Marleyfest accepta la mission, convaincue qu'elle devait obéir aux ordres de l'évêque, car il était le représentant de leur dieu. Cependant, elle réalisa rapidement que l'évêque avait conclu un pacte avec le démon pour assassiner Lee, mais il était trop tard pour changer sa décision. Dans le présent, le démon absorbe son pouvoir magique pour invoquer davantage de squelettes et Lee réalise qu'elle a été piégée pour servir de sacrifice. Le lendemain, Ulycia informe Lee et Kurt de l'attaque des monstres squelettes qui proviennent des ruines voisines.
Elle dit qu'au moment où les squelettes touchent le mur, ils sont détruits. Et Kurt répond que dans son village, il est communément admis que les squelettes sont purifiés lorsqu'ils touchent le mur. Ulycia n'est même pas surprise par cela, mais elle sait que Kurt n'a réparé qu'un tiers du mur et que la partie restante est toujours vulnérable aux squelettes. Elle a soudainement une idée et dit à Lee et Kurt de rester à l'intérieur pendant qu'elle se rend aux ruines pour éliminer la source des monstres. Kurt se porte volontaire pour l'accompagner, mais Ulycia lui dit qu'il ne sait même pas se battre et que son rôle principal est de protéger Lee. Elle se rend ensuite dans la réserve et sort les cristaux magiques fabriqués par Kurt, car son plan consiste à les utiliser contre le monstre. Après cela, Ulycia emmène Namiko et Ophelia à la caserne des chevaliers, où Alred est occupé à élaborer une stratégie pour défendre la ville. Il est surpris de voir autant de personnalités importantes ici et Ulycia lui explique qu'ils sont tous là pour assurer la sécurité de la princesse Lee. Ulycia passe immédiatement aux choses sérieuses et demande à Alred de distraire les monstres et d'ouvrir un chemin vers les ruines afin qu'elle puisse s'occuper de la source du problème. Alred lui répond que c'est trop dangereux, mais Ulycia lui montre les cristaux magiques et lui dit qu'ils suffiront pour accomplir la tâche. Alred accepte de suivre son plan, mais il décide de partir à l'assaut des ruines avec Ulycia, laissant la défense de la ville à son adjoint. Il se dirige vers les portes de la ville et trouve une immense horde de monstres morts-vivants devant eux. Ulycia demande à tout le monde de fermer les yeux pendant qu'elle lance un cristal magique sur eux. Dès que le cristal touche un zombie, il libère un intense rayon de lumière qui purifie instantanément tous les monstres présents dans la zone. Même Ulycia est surprise par l'efficacité du cristal magique, mais elle n'a pas de temps à perdre et se précipite immédiatement aux côtés d'Alred. De retour à l'atelier, Kurt se demande comment il peut aider ses amis à régler le problème des monstres. Il se souvient d'un maître forgeron dans son village et pense que s'il parvient à créer des armes comme lui, il pourra peut-être faire quelque chose. Il commence donc à forger une épée courte, mais il n'est pas satisfait du résultat. Alors qu'il s'apprête à jeter l'épée, Liz vient le chercher. Elle est intriguée par l'épée qu'il tient et Kurt lui dit qu'elle n'est pas aussi réussie qu'il l'espérait, mais qu'elle peut activer un sortilège qui y est imprégné en la tenant au-dessus de sa tête. Liz dit qu'elle aime beaucoup l'épée, alors Kurt la lui offre. Elle le remercie, mais Kurt pense que sa gaieté n'est qu'une façade et qu'elle est en réalité terrifiée en permanence. Il décide enfin de la confronter et lui demande si quelqu'un en veut à sa vie. Liz est triste d'entendre cela et confirme la question, affirmant qu'elle cause beaucoup d'ennuis à ses amis à cause de cela. Elle dit que même maintenant, Ulycia s'est rendue dans les ruines occidentales pour arrêter les personnes qui en veulent à sa vie. Kurt se souvient soudainement qu'il s'est déjà rendu dans ces mêmes ruines avec son ancien groupe et que c'était l'endroit idéal pour dessiner sur les murs. Il pense que celui qui en veut à la vie de Liz est le petit monstre graffiti dont Ulycia lui a parlé et se demande s'il est si faible qu'il ne peut même pas le combattre. Liz lui dit qu'elle veut aussi combattre ses ennemis pour que ses amis n'aient pas à risquer leur vie, et Kurt compatit avec elle car il se sent lui aussi impuissant. Il dit à Liz qu'il devrait se rendre aux ruines et vaincre le monstre même, mais elle n'en est pas si sûre. Elle lui dit que les monstres ont encerclé la ville de toutes parts, mais Kurt lui répond qu'ils peuvent toujours trouver de nouveaux moyens d'atteindre les ruines et d'affronter l'ennemi. Liz s'habille pour se rendre aux ruines, car elle doit soigner son apparence avant de se battre. Elle regarde ensuite le couteau que Kurt vient de lui donner et se souvient qu'il lui a dit qu'il était doté d'un sortilège qui s'activait lorsqu'elle le tenait au-dessus de sa tête. Curieuse de découvrir ce sort, elle dégaine le couteau et le tient au-dessus de sa tête. Mais rien ne se passe. Kurt lui dit alors qu'ils doivent partir immédiatement. Cependant, alors qu'elle se retourne, elle aperçoit quelque chose de surprenant. Pendant ce temps, Ulycia et Alred se battent contre des hordes de zombies pour tenter d'atteindre les ruines. Ils sont sans cesse submergés par les zombies et autres monstres, même si le vice-capitaine détourne l'attention de la plupart d'entre eux. Ulycia pense qu'ils doivent se dépêcher de trouver la source de tous ces monstres lorsqu'elle entend Alred gémir de douleur. Elle se retourne et le voit blessé, mais alors qu'elle tente de lui venir en aide, une bande de monstres se jette sur elle. Elle s'apprête à attraper un cristal magique quand soudain, les aventuriers engagés par leur atelier viennent à son secours. Kanz et Danjo aident à combattre les monstres. Sina confirme que les monstres proviennent bien des ruines devant eux et qu'ils doivent se trouver quelque part sous terre. Ulycia demande à tout le monde de fermer les yeux avant de jeter un cristal magique sur le sol pour détruire les monstres à l'aide de sa lumière. Le groupe se dirige ensuite vers les ruines. Ulycia donne un tube à essai à Alred, lui disant qu'il s'agit simplement d'une soupe à base de plantes médicinales, mais dès qu'il la boit, ses blessures guérissent sans même laisser de cicatrices. Alred n'arrive pas à croire que ce remède ne soit qu'une soupe, mais les aventuriers lui disent qu'il continuera d'être surpris par ce que Kurt est capable de faire. À ce moment-là, un groupe de monstres sort des ruines et Kanz dit à Ulycia de les laisser à son équipe. Les trois se précipitent vers les monstres tandis qu'Ulycia et Alred se faufilent entre eux et entrent dans les ruines. Pendant ce temps, Marle commence à se sentir très faible et comprend que si le démon utilise son pouvoir pour invoquer deux autres vagues de monstres, elle mourra. Le démon décide de vérifier les progrès de ses serviteurs et les trouve en train d'encercler le commandant en second, qui utilise un cristal magique pour les détruire complètement. Il ne comprend pas ce qui se passe et même Marle est confuse, car elle n'a jamais vu de cristal magique capable de faire cela. Le démon découvre alors que deux personnes sont entrées dans les ruines et pense qu'elles méritent un accueil personnel de sa part. Pendant ce temps, Ulycia et Alred atteignent le centre des ruines et trouvent la pièce d'où proviennent les monstres. Ulycia jette un cristal magique sur le sol et les monstres disparaissent, mais elle n'est pas sûre d'avoir réglé le problème à la racine. Alors qu'ils avancent tous les deux, le démon vient à leur rencontre.
Ulycia déclare qu'il est le dernier boss qu'ils doivent vaincre et se précipite vers lui. Elle lance un cristal magique en l'air, puis le transperce d'un coup de sabre, créant une intense explosion de lumière. Cependant, cela ne suffit pas à exorciser le démon, qui dit à Ulycia que son attaque aurait été très dangereuse pour lui s'il n'avait pas eu une vie infinie. À ce moment-là, Alred attaque le seigneur démon, qui ne prend même pas la peine d'esquiver car ses blessures guérissent instantanément. Il dit à Ulycia et Alred qu'ils ne sont pas mauvais pour des humains, puis leur montre une image des chevaliers luttant contre les monstres. Le démon les traite d'imbéciles pour avoir risqué leur vie afin de protéger la ville et la princesse, mais Alred déclare que ces chevaliers ne laisseront jamais un démon faire ce qu'il veut. Le démon décide de les vaincre complètement et invoque des monstres puissants, affirmant que les aventuriers à la porte des ruines ne pourront pas l'arrêter et que les monstres finiront par atteindre les remparts de la ville et les détruire. Ulycia et Alred attaquent le démon alors qu'il est en plein monologue maléfique, mais celui-ci se contente de ramasser sa tête et de la rattacher comme s'il était fait de Lego. Ulycia commence à avoir peur, car quoi qu'il fasse, il ne semble pas pouvoir blesser le démon et si ces monstres parviennent vraiment à franchir les défenses de la ville, beaucoup d'innocents mourront. Le démon apprécie l'expression de désespoir sur son visage et lui dit que ses craintes vont bientôt se réaliser. Pendant ce temps, Marle est vraiment épuisée et affamée dans la salle d'invocation. Elle n'a pas la force de s'enfuir ou d'effacer le cercle magique et souhaite manger une dernière fois la cuisine maison de Kurt. Soudain, elle entend la voix de Kurt qui dit qu'il devrait creuser à cet endroit et pense qu'elle est en train d'halluciner. Cependant, quelques instants plus tard, Kurt brise le sol des ruines et grimpe. Il est surpris de voir Marle là, et elle est surprise elle aussi. Kurt aide alors Lise à se relever et Marle pense que Kurt sait qu'elle est derrière la tentative d'assassinat de la princesse et qu'il a amené la princesse ici pour la convaincre du contraire. Lise interroge Kurt au sujet de la femme allongée sur le cercle magique et il lui répond qu'il s'agit d'une nonne et de la guérisseuse de son ancien groupe. Marle répond qu'elle est une ancienne nonne, car elle a été exilée de l'église, et Kurt lui demande si c'est pour cette raison qu'elle s'en est prise à Lise. Marle décide de lui dire la vérité, à savoir que l'évêque Tristan est derrière tout cela. Mais Kurt ne l'écoute même pas et lui demande si elle est devenue folle après avoir été renvoyée et si elle a commencé à dessiner des cercles étranges partout. Marle est confuse, mais Lise a tout entendu et comprend que le véritable ennemi est l'évêque. Kurt reproche à Marle d'avoir tagué partout et Lise le remercie de s'être mis en colère pour elle. Marle ne comprend même pas de quoi parlent ces deux idiots. Puis Kurt lui demande où est Ulycia, car elle aurait déjà dû venir ici pour nettoyer tout ça. Marle lui dit qu'elle est à l'étage et Kurt décide d'aller la voir. Il dit à Lise de rester ici car elle serait en sécurité, mais elle se porte volontaire pour monter à l'étage et rencontrer Ulycia à sa place. Elle dit à Kurt qu'il n'a pas à s'inquiéter car celui qui la vise est juste ici et qu'elle a le couteau qu'il lui a donné plus tôt. Alors que la princesse s'en va, Marle se demande à quel point Kurt peut être stupide pour l'envoyer à la mort, mais il prépare alors une serpillière pour essuyer le cercle magique. Marle pense qu'il n'y arrivera pas, mais Kurt nettoie le cercle magique d'un seul coup, le brisant. Le démon le sent aussi et il est obligé d'esquiver l'attaque d'Ulycia et de tout le raid, car il n'est plus invincible. Ils s'en rendent tous les deux compte et Ulycia essaie d'utiliser un cristal magique contre lui, mais le démon le lui arrache rapidement des mains. Le démon déclare qu'il va maintenant les tuer rapidement, mais c'est à ce moment-là que Lise arrive. Tout le monde est choqué de la voir, mais le démon ne perd pas de temps et la poignarde d'un coup précis en plein cœur. Lise tombe au sol et Ulycia panique. Le démon rit en disant que la princesse a été assez stupide pour l'aider à accomplir sa tâche. Mais à ce moment-là, le corps de Lise se transforme en papillon de lumière. Tout le monde est confus par ce qui se passe, puis la vraie Lise apparaît derrière Ulycia et tous les autres. Le démon n'arrive pas à croire qu'il vient d'attaquer une illusion, car elle semblait être un être humain réel. Lise lui explique que c'est grâce au couteau que Kurt a fabriqué pour elle. Elle explique que le couteau a le pouvoir de créer des illusions parfaites qui peuvent tromper absolument tout le monde. Le démon l'attaque immédiatement à nouveau, mais il s'avère que c'est aussi une illusion. La vraie Lise apparaît juste à côté du cristal magique et le brise, et le démon hurle de douleur alors que la lumière le détruit. Kurt entend les cris provenant du rez-de-chaussée et se demande ce qui se passe. Pendant ce temps, les monstres invoqués par le démon disparaissent également immédiatement après sa mort et tout le monde se sent soulagé. Cependant, Ulycia est en colère contre Lise pour avoir risqué sa vie et être venue dans les ruines. Elle s'en prend à elle et Lise s'excuse en disant qu'elle sentait qu'elle devait faire quelque chose, puis Ulycia lui répond qu'elle n'a pas besoin de s'excuser car elle leur a vraiment sauvé la mise. Tous les membres du raid sont d'accord avec elle et remercient la princesse de leur avoir sauvé la vie, mais elle leur dit d'arrêter d'être si formelle. Elle dit qu'ils ont tous fait un excellent travail pour protéger la ville et promet de les récompenser. Tous les membres du raid demandent immédiatement une grande quantité d'alcool pour faire la fête avec leurs copains. De retour au sous-sol, Kurt finit de nettoyer le cercle magique et Marle a très faim à cause de la malédiction qui lui a été jetée. Kurt entend son estomac gargouiller et lui offre des boulettes de riz qu'il a préparées. Marle pense qu'elle va vomir tout de suite après avoir mangé à cause de la malédiction, mais elle veut quand même goûter une dernière fois à la cuisine de Kurt. Elle prend une bouchée de la boulette de riz et trouve qu'elle est incroyablement délicieuse. L'instant d'après, sa malédiction disparaît également. Marle n'en revient pas, mais elle comprend maintenant comment Kurt a pu effacer le cercle magique. Elle réalise que c'est Kurt qui protégeait leur groupe depuis le début et qu'ils ont pris sa gentillesse pour acquise. Elle se met à pleurer de regret et s'excuse auprès de Kurt, qui lui répond que ce n'est pas grave puisqu'elle a appris sa leçon.
À ce moment-là, Lise et Ulycia arrivent et avant qu'elle ne puisse rejoindre Marle, 2 espions de Mimiko surgissent du trou pour l'arrêter. Alors qu'ils l'emmènent, Marle espère que Kurt la défendra, mais il se contente de lui promettre de lui apporter son pain préféré lorsqu'elle sera en prison. Après cela, Lise et Kurt prennent des nouvelles l'un de l'autre et Ulycia n'arrive pas à croire que ces 2 bouffons ignorants l'aient sauvée. Quoi qu'il en soit, elle passe son bras autour de Kurt et lui dit qu'il devrait rentrer chez eux. Plus tard dans la nuit, une fête est organisée pour tous les chevaliers et ils continuent à manger avec beaucoup d'attention. Kurt s'inquiète car c'est lui qui a préparé le repas et il lui semble que les chevaliers se forcent à manger car ils ne parlent même pas. Il demande nerveusement s'il doit préparer autre chose. Mais Alred lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car le repas est si délicieux que les chevaliers ne peuvent se concentrer sur rien d'autre. Kurt est heureux d'entendre cela et pense que le superviseur de son chantier de construction est un type sympa. Cependant, lorsqu'il apprend qu'il est en fait le général de la ville, il est vraiment choqué. Alred lui demande s'il aime cette ville et Kurt répond qu'il l'aime beaucoup car c'est un endroit agréable à vivre. Il dit que cela doit être parce que le général la gère très bien. Mais son assistant arrive alors et dit qu'Alred est nul dans son travail administratif. Alred le fait taire d'un coup de coude, puis soudain, un feu d'artifice commence. Tout le monde est fasciné et Kurt est heureux d'entendre leurs commentaires, car c'est lui qui a préparé le feu d'artifice. Soudain, Alred et son assistant remarquent que leurs blessures de la bataille d'aujourd'hui ont guéri et Kurt leur demande pourquoi ils sont si surpris, car il est évident que les blessures disparaissent après un bon repas. Peu après, Kurt et les autres prennent une calèche pour se rendre dans un village voisin, mais il s'endort pendant le trajet et rêve de son enfance. Il y a 10 ans, alors qu'il était un adorable enfant dans son village mystérieux, il a rencontré une fille dragon qui était la fille d'un marchand ambulant qui venait souvent dans leur village. Le jeune Kurt, tout excité, est allé lui parler, mais elle ne lui a pas répondu, quoi qu'il dise. Il était sur le point de pleurer quand soudain, la jeune fille, qui s'appelait Hilda, lui a dit que son père lui avait demandé de ne pas parler aux habitants de ce village, car ils étaient bizarres et qu'elle risquait de prendre de mauvaises habitudes en les côtoyant. Elle a déclaré qu'elle parlait tout haut à elle-même, et Kurt était vraiment heureux d'apprendre qu'elle utilisait une échappatoire pour lui parler. Ils devinrent rapidement de bons amis et Hilda oublia complètement les conseils de son père lorsqu'elle commença à jouer avec Kurt. Ils montèrent sur un golem pour se rendre dans les montagnes voisines, car Kurt voulait lui montrer une fleur aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais Hilda descendit avant lui et mangea des baies rouges qui avaient l'air appétissantes. Malheureusement, les baies étaient toxiques et elle s'est immédiatement effondrée sur le sol. Kurt s'est précipité à ses côtés et a découvert ce qui s'était passé. Mais heureusement, il savait comment créer un remède contre le poison. Déterminé à sauver Hilda, il a créé le remède et a décidé de le lui administrer par un baiser. Au moment où il en arrive là, Ulycia lui demande de se réveiller, car ils sont arrivés à destination. Ulycia va alors parler au chef du village, qui est affolé par le manque d'eau dans le village. Il explique qu'ils n'ont pas assez à boire et qu'à ce rythme, ils ne pourront jamais cultiver de quoi se nourrir. Ulycia regarde la carte et remarque qu'il y a un immense réservoir d'eau dans le village voisin et qu'ils peuvent le relier à leur village. Le chef du village lui dit frénétiquement qu'il a essayé, mais que le village voisin a refusé de partager son eau avec eux et qu'ils doivent désormais compter sur la puissance de leur atelier pour sauver tout le monde. Ulycia retourne ensuite à l'auberge et trouve Danzo en train de monter la garde, tandis que tous les autres sont partis en haut de la colline pour aider un vieux dresseur d'oiseaux souffrant de maux de dos. Ulycia trouve cela étrange et exagéré, mais cela ne la regarde pas. Elle dit à Danzo qu'elle se rend dans le village voisin pour négocier le partage de l'eau avec celui-ci, mais une fois arrivée là-bas, elle constate qu'ils sont eux aussi dans un état déplorable, car leurs réserves d'eau sont presque épuisées. Alors qu'Ulycia console le chef du village en pleurs, un groupe de villageois accourt pour l'informer d'une urgence au sommet de la colline. Ulycia se précipite immédiatement sur place et découvre un immense lac. Elle court vers Sina et Kan, perplexe quant à la raison pour laquelle les villageois pleuraient à propos de l'eau alors qu'ils avaient un si grand lac. Il lui explique que le lac n'était pas là quelques instants auparavant, alors que Kurt s'approche d'eux avec un sourire, Ulycia comprend immédiatement ce qui s'est passé. Il lui dit qu'il s'occupait de quelques oiseaux qui avaient l'air assoiffés, alors il a puisé de l'eau souterraine. Il demande à Ulycia si elle a terminé sa mission. Avant qu'elle n'ait le temps de lui répondre, les chefs des 2 villages arrivent. Il tombe à genoux et remercie Ulycia de les avoir sauvés si rapidement. Elle essaie de les consoler et Kurt trouve qu'Ulycia est formidable, car elle a résolu le problème pendant qu'il creusait un puits. Sur ce, le groupe retourne à sa base. Les villageois leur ont offert beaucoup d'œufs et Kurt commence à réfléchir à ce qu'il va en faire. Au même moment, Lys rend visite à un noble nommé Margrave Tacon, qui aurait dû s'appeler Jabba le Hutt. Pendant qu'ils dînent et discutent, Lys se dit que Tacon a une autorité et un pouvoir équivalent à ceux d'un duc, mais que ses finances ne sont pas toujours au mieux et qu'il doit donc compter sur une aide extérieure. Il entretient également d'excellentes relations avec les royaumes voisins et souhaite la rallier à sa cause afin de renforcer davantage sa position. Lys prévoit d'être astucieuse et rusée pour battre Tacon à son propre jeu et lui dit qu'aujourd'hui, elle n'est pas là en tant que princesse,
mais en tant que représentante de son maître d'atelier. Takon répond qu'il a entendu dire qu'ils avaient utilisé toutes les pierres magiques capables d'éliminer tous les monstres dans un rayon de 500 mètres. Lys sait qu'il essaie simplement d'obtenir des informations sur Kurt, alors elle répond que les pierres n'étaient pas aussi puissantes que le prétendaient les rumeurs, et Takon change immédiatement de stratégie. Il dit que la ville où ils sont stationnés n'a pas encore de nom, et Lys confirme en ajoutant que le gouverneur décidera du nom de la ville une fois qu'il aura été nommé. C'est à Takon qu'il revient de nommer le gouverneur, mais il explique qu'il a du mal à trouver la personne idéale pour ce poste, car la ville est proche du territoire des démons et les chevaliers qui s'y trouvent sont difficiles à contrôler. C'est pourquoi il souhaite nommer Letlier Mester au poste de gouverneur à la place. Lys panique en entendant cela, car Kurt ne sait même pas encore qu'il est Letlier Mester et s'il devient gouverneur, il devra se montrer en public. Elle répond qu'elle ne peut pas prendre cette décision seule, mais Takon lui rétorque que puisqu'elle représente Letlier Mester, elle devrait avoir le pouvoir de le faire. Lys panique encore plus en entendant cela, puis Alred soutient également la suggestion de Takon de nommer le maître de l'atelier comme nouveau gouverneur, car il ne sait pas qu'il parle de Kurt. Lys tente toujours de faire changer d'avis Takon, mais celui-ci lui demande s'il y a un défaut personnel chez le maître qui le rend inapte à ce poste. Lys s'énerve en entendant cela et déclare que leur maître d'atelier est la personne la plus compétente et la plus noble du monde entier. Mais ce n'est qu'après avoir dit cela qu'elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir et que Takon a obtenu ce qu'il voulait. Une fois de retour au manoir, Lys raconte à Ulycia ce qui s'est passé et se fait réprimander pour s'être laissé berner. Lys se sent mal à l'aise, mais elle ne pouvait pas laisser quelqu'un salir le nom de Kurt. Elle demande alors à Ulycia où se trouve Kurt en ce moment, et celle-ci lui répond qu'il élève un enfant. Lys panique en apprenant que Kurt a un bébé, mais elle est prête à adopter l'enfant pour être avec lui pour toujours. Ulycia soupire devant cette naïveté et lui explique qu'ils ont en fait reçu des œufs pour avoir aidé un village et que l'un d'entre eux s'est avéré être fécondé, donc Kurt s'en occupe actuellement. Lys est soulagée d'entendre cela, puis Ulycia dit que, connaissant Kurt, un oiseau qui pond des œufs en or va sortir de l'œuf. Lys est d'accord avec elle, à ce moment-là, elles entendent Kurt crier que l'œuf a éclos. De son côté, Mimiko est submergée par la paperasse et les rapports de ses espions. Elle découvre que l'évêque qui avait conclu un pacte avec le démon a été assassiné à l'intérieur de l'église, ce qui l'a conduit à penser qu'il n'était en réalité pas celui qui tirait les ficelles. Elle ne l'a pas encore tué, car elle veut la garder en vie pour Kurt. En parlant de Kurt, elle reçoit un rapport sur ce qui est sorti de son œuf et perd complètement la tête en le lisant. De retour au manoir, Lys et Ulycia vont voir ce qui est sorti de l'œuf et n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils voient Kurt tenant dans ses bras une fille qui lui ressemble trait pour trait. Ulycia organise immédiatement une réunion et tout le monde est consterné de voir Kurt tenir la fille dans ses bras. Il explique qu'elle est sortie de l'œuf sous cette apparence, ce qui les surprend encore plus. La petite fille se met alors soudainement à jouer avec Kurt et l'appelle « Papa ». Ulycia décide de lui annoncer la terrible nouvelle. Elle lui dit que même un idiot comme Kurt devrait savoir que les humains ne naissent pas d'un œuf, ce qu'il confirme. Elle ajoute que la petite fille est probablement un monstre qui a pris son apparence pour le tromper. Ulycia dit à Kurt que la petite fille va probablement le tuer, lui et tous les autres, s'il ne s'occupe pas d'elle immédiatement, mais il refuse de la laisser partir. Ulycia éloigne la petite fille de lui, mais Kurt s'accroche à son bras en disant que la petite fille n'est pas un mauvais monstre et qu'il peut l'élever. Ulycia refuse de se laisser influencer par ses paroles, mais la petite fille l'appelle « maman » et elle cède immédiatement. Elle commence à imaginer une vie de couple avec Kurt, mais Lys, furieuse, la ramène à la réalité. Elle prend la fille dans ses bras, lorsqu'elle l'appelle également « maman », Lys perd ses moyens et la laisse tomber. Heureusement, Senna la rattrape et la fille l'appelle « sœur », ce qui la rend également heureuse. Alors que Lys et Ulycia essaient de convaincre la petite fille de les appeler « maman » une fois de plus. Quand les arrête en disant que son groupe aidera également à élever la petite fille et qu'ils veilleront à ce qu'elle ne devienne pas une mauvaise personne. Eh bien, Ulycia ne peut pas refuser après tout ce qui s'est passé et elle accepte de laisser la petite fille rester. Lys dit qu'il devrait lui donner un nom maintenant et il commence immédiatement à réfléchir. Lys et Ulycia veulent toutes deux que le nom de la petite fille soit un mélange de leur nom et de celui de Kurt, mais lorsque la petite fille se réveille et appelle sa maman, elles se précipitent toutes deux à ses côtés et oublient leurs différends. Elles sont désormais prêtes à faire des compromis et Kurt est impressionné par la capacité de la petite fille à apporter la paix à tout le monde. Il suggère de l'appeler Akiri, car dans la langue de son village, cela signifie une zone qui relie 3 points, et la petite fille les relie tous les 3. Ulycia et Lys aiment toutes les deux cette idée et elles acceptent ce prénom. Elles appellent la petite fille par son nouveau prénom et Akiri est ravie de l'entendre. Plus tard dans la nuit, Ulycia dort avec Akiri sur ses genoux quand soudain, l'un des espions de Mimiko arrive. Elle se réveille et lui remet une enveloppe contenant un échantillon des cheveux et de la salive d'Akiri à remettre à Mimiko afin qu'il puisse en savoir plus sur elle. Le lendemain, Kurt construit une salle de jeu pour Akiri, mais Ulycia lui demande de la concevoir de manière à ce qu'elle puisse également servir de prison. Les murs sont en mithril. Il n'y a pas de fenêtre et la porte ne peut pas non plus être ouverte de l'intérieur. Elle se sent mal d'avoir obligé Kurt à créer un tel endroit pour Akiri, mais elle ne veut prendre aucun risque tant qu'elle n'aura pas reçu le rapport de Mimiko sur l'origine biologique de la jeune fille.
Akiri joue avec Sina, puis demande à Kurt et Ulycia de se joindre à elle, mais ils lui répondent qu'ils ont du travail. Kurt promet qu'il viendra jouer avec elle dès qu'il aura terminé et lui demande d'être sage et de jouer avec Sina. Kurt et Ulycia se rendent bientôt à leur prochain travail. Voyant qu'il a l'air un peu déprimé, Ulycia encourage Kurt à terminer rapidement le travail afin qu'il puisse retourner auprès d'Akiri. Il acquiesce. À ce moment-là, ils entendent eux aussi la voix d'Akiri. Ils vérifient immédiatement l'intérieur du wagon et trouvent Akiri à l'intérieur. Ulycia reste bouche bée en voyant cela. Elle demande à la jeune fille comment elle a pu arriver là, et celle-ci répond qu'elle a fait « F-wouch » et qu'elle est arrivée ici. Aucun d'eux ne comprend ce qu'elle veut dire, mais Ulycia panique, se demandant ce qu'ils doivent faire maintenant. Kurt dit qu'il devrait retourner à l'atelier car tout le monde doit être inquiet. Mais à ce moment-là, Ulycia aperçoit l'espionne d'hier. L'espionne se déguise pour ressembler à une personne ordinaire et Ulycia va lui parler, disant à Kurt qu'elle va demander à la femme de transmettre un message à l'atelier. Kurt pense qu'Ulycia est vraiment responsable et que même lorsqu'elle essayait de lui enlever Akiri, elle ne pensait qu'à sa sécurité. Il se demande comment il peut l'aider, car si Akiri s'avère être un monstre, il ne pourra rien faire. Cette pensée le rend triste, mais Ulycia revient et lui dit qu'aucun d'eux n'a encore tort au sujet de la jeune fille et qu'ils doivent faire de leur mieux pour s'assurer qu'elle s'avère être une bonne personne. Sur ce, ils se rendent au village voisin où un vieil homme les accueille en les qualifiant d'équipe de héros qui vaincra le seigneur démon et apportera la paix dans le monde. Alors que Kurt et Akiri se joignent immédiatement au vieil homme de Lulu, Ulycia panique car elle ne comprend pas ce qu'il dit. Ulycia dit à Kurt de se calmer alors que c'est elle qui panique. Elle dit que la quête ne mentionnait rien de tel, et c'est alors qu'une jolie fille blonde arrive pour dissiper la confusion. Elle explique à Ulycia qu'elle est la cliente qui a fait la demande et que le vieil homme est son beau-père, qui a toujours voulu être l'un des PNJ importants de l'histoire, chargé de confier des missions importantes aux héros. Elle s'excuse en son nom, expliquant qu'il est devenu sénile ces derniers temps et qu'il a donc perdu le filtre interne qui l'empêchait de dire des bêtises comme celle-ci. La femme remarque alors qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un couple de jeunes mariés vienne ici pour la mission, et Kurt et Ulycia sont tous deux déconcertés. Akiri, cependant, les appelle avec assurance « maman » et « papa », ce qui ne fait qu'empirer les choses. Kurt panique, pensant qu'Ulycia se sentira insultée d'être appelée sa femme. Pire encore, d'être appelée « maman » alors qu'elle est si jeune. Il décide de terminer rapidement le travail, afin qu'il ne soit pas davantage embarrassé et interroge la cliente sur la mission. Elle lui répond que ces cochons ne mangent pas correctement leur nourriture ces derniers temps. D'un seul coup d'œil, Kurt comprend que les cochons sont simplement fatigués à cause de la chaleur et décide de leur préparer une nourriture qui les aidera à supporter la chaleur. La femme le remercie et décide d'emmener son beau-père se promener. Kurt commence alors à chercher Ulycia, qui est toujours rouge vif et figée sur place parce qu'on l'a appelée la femme de Kurt. Cependant, cet idiot, dont l'intelligence émotionnelle est celle d'une étoile de mer morte, pense qu'elle ne bouge pas parce qu'elle est en colère. Quoi qu'il en soit, il décide de préparer la nourriture pour les cochons tandis qu'Ulycia est tout excitée à l'idée que, malgré la différence d'âge et de taille, la femme l'a prise pour la femme de Kurt. Elle commence à envisager d'avoir un enfant avec lui, mais elle se gifle pour sortir de son imagination. Elle essaie de se calmer en se disant qu'elle doit simplement protéger Kurt du monde, mais en le voyant travailler joyeusement, elle ressent une vive douleur dans son cœur. À ce moment-là, un énorme dragon bleu vole au-dessus d'elle et Ulycia panique car il se dirige droit vers Kurt et Akiri. Elle poursuit le dragon et crie à Kurt pour l'avertir. Cependant, alors que le dragon descend, Kurt demande à Ulycia de s'arrêter et de ranger son épée. Elle s'inquiète toujours pour Akiri lorsque le dragon atterrit devant elle, mais au lieu d'attaquer qui que ce soit, il commence silencieusement à manger la nourriture pour cochon. Ulycia ne comprend pas ce qui se passe et Kurt lui dit qu'elle ne le sait peut-être pas parce qu'elle vient de la ville. Mais dans les villages, il est courant que les dragons viennent demander l'heure par lorsque quelqu'un prépare de la nourriture pour les animaux. Akiri demande à Kurt s'il s'agit simplement d'un gros chien, et il lui répond qu'il s'agit en fait d'un bébé dragon. Pendant qu'ils discutent du dragon, Ulycia sent soudain une odeur de sang et décide d'aller voir ce qui se passe toute seule. Elle trouve rapidement l'un des espions de Mimiko gisant sur le sol, inconscient et en sang. Elle se demande qui a bien pu faire cela lorsqu'elle remarque quelqu'un caché derrière les buissons. Ulycia attaque immédiatement la personne et Kurt accourt vers elle en entendant le bruit. Il lui demande si tout va bien, mais Ulycia lui dit de prendre Akiri et de s'enfuir. Il est perplexe, mais la personne qui combat Ulycia sort alors des buissons. Ulycia s'interpose entre Kurt et le démoniaque glouton maléfique qui leur ordonne de lui remettre l'enfant. Ulycia pense qu'elle en a après Akiri, mais Kurt pense qu'elle est là pour le bébé dragon. Il demande au démon si elle est une chasseuse de dragons. Mais Ulycia sait qu'elle n'est pas une chasseuse de dragons. Mais pire encore, elle dit une nouvelle fois à Kurt de s'enfuir, alors qu'il tente de protester, le bébé dragon l'attrape par le col et s'envole avec lui. Ulycia n'est pas vraiment surprise que Kurt ait réussi à apprivoiser un dragon en si peu de temps. Mais elle n'a pas le temps de se laisser distraire, car la maman agresse attaque. Elle se rend vite compte qu'elle n'est pas assez forte pour lui faire face et reçoit un coup de pied dans le ventre. Le démon s'approche d'elle pour achever son travail, mais heureusement, Ulycia parvient à s'échapper en utilisant un râteau comme arme. Elle demande alors au démon si, lorsqu'elle leur a demandé de lui remettre l'enfant, elle parlait du bébé dragon ou d'Akiri. Cependant, la femme reste silencieuse, puis lui répond qu'il est inutile de le savoir maintenant, car elle va bientôt mourir.
Ulycia se rend compte qu'elle ne peut même pas gagner du temps à ce rythme, puis la combattante démoniaque l'attaque et la désarme rapidement. Elle frappe alors Ulycia, la faisant tomber à genoux. Mais alors qu'elle revient pour l'achever, Ulycia lui lance un cristal magique qui explose lorsque le démon tente de le couper. L'explosion met toute la zone sens dessus-dessous et Ulycia est convaincue que le combat est désormais terminé. Cependant, la maman démon sort immédiatement du sol et cette fois, ses cornes sont clairement visibles. Ulycia panique lorsqu'elle réalise la véritable nature de son ennemi et perd tout espoir de la vaincre. Elle se demande pourquoi un démon sortirait à découvert et la maman démon lui répond qu'elle est en effet puissante pour lui avoir infligé une blessure aussi profonde. Elle dit qu'elle comprend maintenant comment Ulycia et son groupe ont vaincu un seigneur démon et cela lui fait réaliser qu'elle les observait avant même que la ville ne soit attaquée. Elle se demande si le démon est là pour Akiri ou pour Kurt, car franchement, lui-même n'est qu'un enfant. Elle se rend compte qu'elle n'a plus d'armes et qu'à ce rythme, elle va mourir. Elle espère juste que Kurt atteindra rapidement l'atelier et y restera en sécurité, car Mimiko et les autres finiront par se rendre compte de ce qui s'est passé ici. Ulycia est sur le point d'accepter son sort quand soudain, elle entend Kurt l'appeler alors qu'il vole vers elle. Elle est consternée de le voir faire quelque chose d'aussi stupide. Elle se demande s'il a l'intention de se battre en contrôlant le dragon, mais il n'y parvient pas très bien pour l'instant et se retrouve projeté contre un arbre. Ulycia s'approche de lui et lui demande ce qu'il fait là, et Kurt répond qu'il est là pour s'échapper, mais qu'il ne peut pas le faire sans elle. Soudain, tout un troupeau de cochons se précipite vers eux et ils montent sur l'un d'eux pour échapper au démon. Ulycia est toujours en colère contre Kurt et lui demande s'il est normal dans son village de faire quelque chose d'aussi imprudent, et il répond que c'est la première fois qu'il fait quelque chose comme ça. Il déclare qu'un homme ne doit jamais hésiter à prendre des décisions imprudentes pour protéger une femme qui lui est chère, et Ulycia se rend compte qu'elle tombe encore plus amoureuse de ce beau parleur. Mais cela la rend aussi triste, car elle sait que Kurt ne le dit pas de manière romantique. Soudain, une boule de feu leur arrive de face et frappe le cochon, projetant Kurt et Ulycia au sol. La maman démon se tient devant eux, prête à lancer une autre boule de feu, et Ulycia décide d'emprunter la dague de Kurt pour la combattre. Elle titube en avançant, déterminée à protéger Kurt même si cela doit lui coûter la vie. Alors que la maman démon lance la boule de feu, Ulycia lève le poignard et tente d'utiliser une technique spéciale qui permet de contrer les attaques magiques, même si elle n'y est jamais parvenue auparavant. Elle pense qu'elle va y arriver, car tout est en jeu à présent, mais elle n'y parvient pas. Alors qu'elle pense qu'elle va être brûlée vive, Akiri arrive soudainement et saute sur sa tête. Alors qu'elle serre Ulycia dans ses bras, la boule de feu disparaît soudainement et tout le monde remarque que la femme démon est incroyablement paniquée. Ulycia se demande si elle a annulé l'attaque elle-même, puis se demande si c'est parce qu'Akiri était en danger. Elle interroge le démon à ce sujet, mais celui-ci se met à cracher du sang et bat en retraite. Ulycia essaie de la suivre, mais elle est trop faible et blessée pour le faire et s'effondre immédiatement. Kurt et Akiri s'occupent d'elle et lui donnent des médicaments, et elle se sent immédiatement mieux. Alors qu'Ulycia dit à Akiri qu'elle va bien, elle se redresse soudainement et demande comment Akiri a bien pu tomber sur elle. Kurt lui explique qu'elle n'est ni tombée ni volée, mais qu'elle s'est téléportée au-dessus d'elle. Cela surprend Ulycia, car le seul moyen d'y parvenir est d'utiliser une grande pierre de téléportation. Aucun magicien n'a réussi à se téléporter à l'aide d'un sort, mais Akiri y est parvenu. Ulycia lui demande si elle peut le refaire, mais Akiri en est incapable. Kurt s'inquiète également pour la femme qui les a attaqués et Ulycia espère ne plus la revoir. À ce moment-là, un cochon arrive derrière eux, l'air incroyablement triste et blessé. Kurt panique, réalisant que son travail consistait à s'occuper du cochon, et il les soigne immédiatement tous avant l'arrivée du client. Bientôt, les cochons sont de retour dans leur enclos, en aussi bonne santé que jamais. La femme blonde est vraiment heureuse de voir cela et elle remercie Ulycia avant de lui demander où se trouve son mari. Ulycia trouve une excuse pour Kurt, qui est parti rendre le bébé dragon à ses parents. Mais en chemin, il aperçoit quelque chose et décide de changer ses plans. Pendant ce temps, Ulycia et Akiri commencent à rentrer chez elle quand soudain, Kurt arrive vers elle, toujours à dos de dragon. Ulycia lui demande pourquoi il n'a pas encore rendu le dragon à ses parents. Puis, elle remarque la femme démon inconsciente sur le dos du dragon. Elle est complètement perplexe et se demande ce qui se passe. Kurt commence alors à lui expliquer la situation. Il lui dit que lorsqu'il a aperçu la femme depuis le ciel, il a fait atterrir le dragon pour lui venir en aide. Il a constaté qu'elle était gravement blessée, mais qu'elle respirait encore. Il a donc décidé de lui préparer un remède pour l'aider. La femme s'est réveillée et l'a traité d'imbécile pour avoir aidé une ennemie. Mais Kurt lui a répondu que puisqu'elle avait annulé son attaque et n'avait pas tué Ulycia et Akiri, il avait suffisamment de raisons pour la sauver. Il a ensuite terminé le remède et le lui a lancé, lui disant qu'elle mourrait si elle ne le prenait pas. La femme démon a pris le remède, mais elle a immédiatement commencé à se sentir bizarre. Elle est tombée au sol et Kurt s'est excusé auprès d'elle, affirmant qu'il avait mélangé un somnifère au remède parce qu'il était un lâche incapable de l'affronter correctement. Avoir attaqué un dragon attaché à un humain. La femme démon était confuse quant à ce qu'il voulait dire. Mais Kurt pensa qu'elle ne serait peut-être pas capable de le comprendre. Il a pensé à voix haute que ce n'était pas parce que cette femme avait aussi des cornes qu'il était comme son ami d'enfance Hilda. Dès que la démon a entendu ce nom, elle a essayé d'atteindre Kurt pour lui parler. Mais le médicament a fait effet à ce moment-là et elle s'est évanouie.
Il l'a donc porté jusqu'ici. De retour au présent, tout le monde retourne au manoir et Kurt dit à Akiri de s'excuser auprès de Sina et des autres, car ils ont dû s'inquiéter lorsqu'elle a soudainement disparu tout à l'heure. À ce moment-là, Sina et Lisa courent pour saluer Akiri, tandis qu'Ulycia les observe de loin. Une autre personne sort du manoir après elle et accueille gentiment Ulycia et Kurt. Ils se demandent qui il est, puis Lise le présente comme leur maître d'atelier, ce qui les choque tous les deux. Le faux maître d'atelier se présente alors sous le nom de Rakuto et Kurt est déjà impressionné par lui. Il se présente également et Rakuto le remercie d'avoir créé un bâtiment aussi magnifique. Pendant ce temps, Ulycia se méfie vraiment de ce nouveau venu et elle envoie immédiatement Kurt à la cuisine pour préparer leur repas et demande à Sina d'emmener Akiri dans la salle de jeu. Alors qu'ils partent tous les deux, Ulycia se tourne vers Rakuto, mais il la plaque contre la calèche. Elle n'est pas impressionnée par son audace et essaie de le frapper avec un Nutcracker 3000, mais son coup de pied traverse son corps. Ulycia comprend enfin ce qui se passe et dit à Lise que ce n'est pas drôle. La princesse sourit simplement, car Ulycia a été assez perspicace pour comprendre que Rakuto n'est qu'une illusion qu'elle a créée à l'aide du poignard de Kurt. Ulycia dit que le poignard est vraiment spécial s'il peut créer des illusions de personnes qui n'existent même pas. Et Lise répond que Rakuto est l'image qu'elle se fait de Kurt à 20 ans. Elle efface alors l'illusion, et à ce moment-là, Ulycia reçoit un message de Mimiko qui lui dit qu'elle viendra bientôt leur remettre le rapport sur les antécédents d'Akiri. Le jour arrive rapidement et tout le monde regarde Mimiko avec impatience, se demandant ce qu'elle va leur dire. Cependant, elle est venue ici uniquement pour manger le repas préparé par Kurt, car leur enquête s'est avérée être un échec total. Elle explique ensuite que les échantillons de cheveux et de salive obtenus par Uli ne contenaient que de l'ADN humain, mais qu'ils ont également trouvé une substance semblable à une pierre magique sous les ongles d'Akiri, qui possède le pouvoir de la magie spatiale, ce qui n'existe pas chez les humains. Mimiko explique que la magie spatiale était utilisée à l'époque de la création, mais qu'elle a été perdue au fil du temps et que personne ne sait plus l'utiliser. Kurt lui demande si cela signifie qu'Akiri est un monstre, mais Mimiko n'en est pas sûre non plus. Cependant, le fait qu'il ne sache rien d'Akiri la rend incroyablement dangereuse. Elle dit que la meilleure chose à faire est de sceller sa magie de téléportation et de l'enfermer dans l'un de ses laboratoires, mais Kurt refuse catégoriquement. Mimiko lui demande pourquoi et Kurt lui demande si elle le considère comme dangereux. Elle répond que puisqu'ils sont amis, elle ne pense pas qu'il l'attaquera. Kurt répond que sa raison est la même, car il ne ressent aucun danger de la part d'Akiri. Il se moque qu'elle soit humaine ou non, car il sait qu'elle est une fille gentille qui ne ferait de mal à personne. Il déclare qu'Akiri restera avec eux et YUI est d'accord avec lui, affirmant que s'ils n'ont aucune preuve que la fille est un monstre, ils ne peuvent pas la traiter comme telle. Lise soutient également cette déclaration, disant à Mimiko qu'elle ne laissera personne emmener leur fille. Mimiko comprend leurs raisons et leur demande de prendre soin d'Akiri, puis elle les interroge sur le démon qu'ils ont capturé, que Kurt considère toujours comme un chasseur de dragons. Kurt lui dit qu'elle est détenue dans une prison au sous-sol. Alors que Mimiko s'apprête à s'occuper d'elle, il lui demande de ne pas jeter cette pauvre femme en prison. Mimiko ne lui dit pas que cette pauvre femme est en réalité un démon, l'ennemi juré de l'humanité, et qu'elle va subir un sort pire que d'être jetée en prison. Mimiko emmène YUI avec elle à la prison où elle réveille la femme démon et lui demande si elle peut parler. La femme répond par phrase courte, disant que les guerriers ne parlent que lorsque c'est nécessaire, et Mimiko se rend compte qu'elle parle comme une idiote à cause de son devoir de guerrière et non parce qu'elle est stupide. La femme démon est offensée par cela et tente de la brûler avec sa magie, mais la pièce créée par Kurt a des propriétés anti-magie et bloque le feu. Mimiko dit au démon qu'elle ne peut rien faire, puis lui demande si elle a des coéquipiers à proximité. La femme lui répond qu'un perdant doit obéir au vainqueur, mais que c'est Kurt qui l'a vaincu et qu'elle ne répondra donc qu'aux questions qu'il lui posera. Mimiko soupire en amenant Kurt et en mentant à la pièce. Kurt demande immédiatement à la démone comment elle se sent et elle se plaint de la corde qui lui entoure les bras. Il lui répond qu'ils ne peuvent pas la retirer, mais elle l'interrompt au milieu de sa phrase et demande à Kurt s'il connaît vraiment Hilda. Il répond par l'affirmative, mais YUI est intrigué par ce nom. Kurt lui explique qu'Hilda était la fille d'un marchand qui venait souvent dans leur village et qu'elle était une personne à cornes, comme la femme qui se trouve ici. La démone demande alors à Kurt si Hilda portait un blason représentant un griffon, ce qu'il confirme. La démone est alors prise d'un élan d'énergie et dit à Kurt qu'elle veut sauver Hilda, qui est actuellement retenue prisonnière dans le château du margrave Takon. Tout le monde est choqué d'entendre cela et Kurt dit qu'il devrait partir immédiatement pour sauver Hilda. Cependant, YUI ne fait pas confiance au démon et pense qu'elle essaie simplement de jouer avec les émotions de Kurt. Elle lui demande pourquoi elle a attaqué Akiri si elle veut sauver Hilda, et la femme démon répond qu'elle enquêtait sur Takon, mais que celui-ci enquêtait sur eux, alors elle les a suivis. C'est là qu'elle a vu Akiri se téléporter soudainement à l'intérieur de la calèche et elle a pensé qu'elle pourrait utiliser son pouvoir pour sauver Hilda. Kurt la croit immédiatement, mais YUI lui rappelle à nouveau qu'ils n'ont aucune preuve. La démone leur dit de regarder son pendentif et lorsqu'YUI le sort de sous ces montagnes massives, Kurt l'identifie immédiatement comme étant le pendentif de Hilda. La démone leur dit que Hilda le lui a donné et que lorsqu'elle a vu YUI utiliser la dague de Kurt qui portait la même marque de griffon, elle a arrêté son attaque. Kurt dit que Hilda lui avait donné la dague et qu'il a maintenant une preuve pour croire la démone.
Même Mimiko semble maintenant la croire et elle dit à la démon qu'ils vont sauver Hilda pour elle, mais qu'elle doit rester ici. Kurt demande également à la démon de rester dans la pièce et elle lui dit qu'elle s'appelle Saul, qu'il peut l'appeler ainsi. Kurt est heureux de pouvoir l'appeler par son prénom, mais à ce moment-là, Akiri se téléporte entre eux. Tout le monde panique, mais il se calme rapidement. Kurt se tourne alors vers Mimiko, car il ne sait pas comment ils peuvent sauver Hilda, et elle convoque immédiatement une réunion sans Kurt pour élaborer un plan. Grâce à son réseau d'espions, elle dispose du plan du manoir de Taekwon et affirme que sa femme et sa fille sont toutes deux décédées. Il y a une pièce dans le manoir où personne d'autre que lui n'est autorisé à entrer, et on l'a souvent vu y apporter de la nourriture. Saul dit qu'elle a essayé d'entrer dans la pièce, mais qu'elle n'a pas pu, et même les espions de Mimiko n'ont pas réussi à y entrer. Lies a l'idée d'utiliser des illusions pour faire croire qu'un voleur utilise la magie pour traverser le mur, ce qui paniquerait Taekwon et l'amènerait à ouvrir la porte lui-même. Lies prévoit d'utiliser le faux Etli et Mester Rikuto pour cette mission, et tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Yui s'inquiète qu'ils doivent laisser Kurt seul dans l'atelier avec un démon, mais Lies prévoit de l'emmener avec eux. Elle explique que Taekwon organise un festival de 3 jours sur son territoire et que ce sera l'occasion idéale d'emmener Rikuto chez lui sous prétexte de lui présenter le nouveau maître d'atelier. En même temps, ils pourront dire à Kurt qu'ils doivent faire des recherches sur la culture de cette région lors du festival. Ces deux raisons ne sont que des excuses, car Lies et Yui veulent toutes deux aller au festival avec Kurt. Elles disent que le plan sera exécuté le 3e jour, lorsque les chevaliers seront exécutés, mais c'est aussi pour s'assurer qu'elles puissent passer une journée entière avec Kurt avant la fin du festival. Bientôt, le groupe part pour le territoire de Taekwon et Kurt commence à parler avec Rikuto. Il s'excuse de l'avoir entraîné dans leur mission de sauvetage, mais Rikuto ne fait que refléter les pensées de Lies et dit qu'en tant que noble, il est de son devoir d'empêcher les nobles de commettre des actes malveillants. Yui et Lies paniquent en entendant cela, mais lorsque Rikuto demande à Kurt de garder secret le fait qu'il appartient à la famille royale, il se calme un peu. Plus tard, ils arrivent à leur auberge et Rikuto part en premier pour préparer sa rencontre avec Taekwon. Puis Yui dit à Kurt qu'elle va enquêter sur le manoir de Taekwon demain pendant qu'il s'occupe de Lies et Akiri. Kurt se porte volontaire pour l'aider, mais Lies lui dit qu'il ne peut pas le faire car il est censé étudier le marché avec elle. Elle le fait chanter en lui disant qu'Akiri est également très excité à l'idée de voir son premier festival avec son père, et Kurt accepte d'aller au marché avec eux. Le lendemain, Akiri et Lies profitent de leur sortie au festival et Lies demande à Kurt s'il a dû voir beaucoup de festivals lorsqu'il voyageait avec son groupe d'aventuriers. Kurt lui répond qu'ils se sont rendus dans beaucoup de villes et ont assisté à de nombreux festivals, mais qu'il était toujours occupé à faire des travaux d'entretien et à garder la calèche pendant que les autres membres faisaient la fête. Lies a pitié de lui, mais Kurt pense qu'il est normal que la personne chargée des tâches ménagères ne profite pas des festivals. Cependant, il veut être un bon père et offrir à Akiri ce qu'il n'a jamais pu avoir, c'est pourquoi il a accepté de venir au festival. Lies lui prend soudainement la main et lui dit qu'il devrait profiter de ce festival pour compenser toutes les fois où il ne l'a pas fait, et Kurt est vraiment heureux d'entendre cela. Cependant, il ne sait pas que Lies a l'intention de lui avouer ses sentiments après leur rendez-vous. Tous les trois profitent du festival. Lorsque le soir arrive, Lies les conduit dans un jardin afin qu'Akiri puisse jouer avec d'autres enfants et qu'elle puisse passer un moment tranquille avec Kurt. Elle pense que Kurt sera de bonne humeur parce qu'il s'est amusé au festival aujourd'hui et que lorsqu'elle lui avouera ses sentiments, il sera encore plus heureux. Cependant, lorsqu'elle s'approche de lui, elle remarque qu'il a l'air sérieux. Lies se demande ce qui se passe, puis elle se rend compte qu'il se trouve devant le château de Taekwon et que Kurt le fixe du regard. Elle réalise qu'elle a oublié de prendre ce facteur en considération et demande immédiatement à Kurt s'il s'inquiète pour Hilda. Il tente de la rassurer en lui disant qu'il va bien, car tout le monde a promis de sauver Hilda et qu'il leur fait confiance. Cependant, il se sent coupable de ne pouvoir rien faire pour aider. Lies commence à énumérer les choses incroyables qu'il a accomplies, mais Kurt ne se rend pas compte à quel point il est spécial et répond que n'importe qui aurait pu les faire. Lies se demande comment elle peut le convaincre d'arrêter de se sous-estimer, et elle se rend compte que lui avouer ses sentiments maintenant n'est pas la meilleure chose à faire. Elle lui dit donc qu'elle le respecte et l'admire profondément et que tout le monde à l'atelier pense la même chose. Elle lui dit qu'ils l'aiment tous beaucoup et que c'est pour cette raison qu'ils sont là pour aider Hilda. Kurt est ému aux larmes en entendant cela et répond qu'il apprécie également beaucoup tout le monde et que c'est pour cette raison qu'il souhaite leur être davantage utile. Lies promet qu'ils continueront à s'entraider à l'avenir, mais à ce moment-là, Akiri appelle Kurt parce qu'elle a faim, mettant fin à leur moment d'émotion. Alors que Kurt se précipite vers elle, Lies pense qu'elle a manqué une occasion en or de lui avouer ses sentiments. Mais tout va bien, car elle a vu son sourire sincère et elle se promet de lui avouer bientôt ses sentiments. Le lendemain, c'est au tour de Yuli d'aller à un rendez-vous avec Kurt et avant de partir, elle regarde l'épée qu'il lui a récemment fabriquée après qu'elle ait perdu la sienne dans le combat contre le démon. Il extrait du mithril et de l'adamantite pour cela et demande à emprunter la forge d'un nain forgeron local.
Le forgeron se moqua de Kurt lorsqu'il lui dit qu'il allait fabriquer une épée à partir d'un alliage de ces deux métaux ultra rares, mais Kurt resta sur ses positions. L'épée qu'il fabriqua était suffisamment solide et tranchante pour couper un rocher avec facilité, et le forgeron réagit comme s'il venait de voir l'œuvre du dieu de la fabrication d'armes et partit immédiatement en voyage pour améliorer ses compétences. Yuli sort soudainement de ses souvenirs et s'enthousiasme à l'idée de son rendez-vous avec Kurt. Heureusement pour elle, Akiri était trop épuisée après avoir couru partout dans le marché la veille, elle dort donc encore et Yuli se retrouve seule avec Kurt. Elle commence à réfléchir à la manière dont elle va utiliser son expérience d'aventurière pour emmener Kurt dans les meilleurs endroits de la ville et ainsi lui montrer qu'elle vaut mieux que les mensonges. À ce moment-là, elle entend du bruit près d'elle et découvre des voyous en train de saccager la boutique d'un pauvre homme. Elle décide de l'ignorer, car elle ne veut pas que les problèmes des autres gâchent son rendez-vous, mais malheureusement, Kurt a d'autres plans. Il s'approche immédiatement des voyous et leur dit d'arrêter de harceler le commerçant. Il leur demande d'expliquer pourquoi ils détruisent sa boutique. Alors que les voyous commencent à se disputer avec lui, Yuli soupire, réalisant qu'elle n'était pas destinée à avoir un rendez-vous normal avec Kurt. Quoi qu'il en soit, les voyous disent à Kurt que les petits pains à la viande vendus dans cette boutique ont un goût horrible, ce qu'ils savent parce qu'ils en mangent beaucoup et qu'ils aident simplement les autres en s'assurant qu'ils ne les achètent pas par erreur. Kurt décide d'en juger par lui-même et achète immédiatement un petit pain à la viande à l'homme. Il le goûte et dit qu'il est vraiment bon et que les ingrédients utilisés ont été sélectionnés avec beaucoup de soin. Le petit bonhomme ananas repousse Kurt, lui disant d'arrêter de se prendre pour Gordon Ramsay, mais Yuli est là pour le retenir. Elle dit aux voyous que Kurt n'est pas un critique gastronomique, mais qu'il travaille dans un atelier et que cela suffit pour juger n'importe qui. Les voyous deviennent nerveux car ils savent qu'ils ne devraient pas se battre avec un atelier et ils s'enfuient immédiatement. L'homme remercie Kurt pour son aide, mais il a été gravement blessé par ces salauds. Kurt constate qu'il a quelques os cassés et Yuli dit que ses médicaments vont rapidement soigner cela. Cependant, Kurt lui dit qu'il devrait l'emmener à l'hôpital le plus proche, car ce sera mieux que de lui donner des médicaments fabriqués par un amateur comme lui. Avant que Yuli n'ait le temps de dire quoi que ce soit, Kurt soulève l'homme blessé et s'enfuit à l'hôpital, ruinant encore plus leur rendez-vous. Elle est au bord des larmes, mais la fille du commerçant se met à pleurer pour de bon et elle décide de la réconforter d'abord. À ce moment-là, une marchande passe par là, invitant les gens à acheter du jus de cactus sucré, et Yuli l'identifie immédiatement comme l'une des espionnes de Mimiko. Elle s'approche de l'espionne qui lui parle d'un concours de cuisine qui va avoir lieu aujourd'hui et du restaurant Gargile, champion depuis 2 ans. Cependant, cette année, ils se sentent menacés par la petite boutique qui vend de délicieux petits pains à la viande et ils ont engagé des voyous pour les harceler. Yuli est furieuse lorsqu'elle réalise que ce sont ces salauds du restaurant Gargile qui ont gâché son rendez-vous. Mais elle pense qu'une fois Kurt de retour, le problème sera résolu et qu'ils pourront reprendre leur relation. Cependant, Kurt revient avec de mauvaises nouvelles. Le commerçant a été gravement blessé et a dû être hospitalisé pendant une journée entière. Il était très inquiet pour sa fille et son magasin. Yuli sait déjà où cela va mener, très vite, Kurt lui demande s'il peut aider le magasin aujourd'hui. Il a déjà promis au propriétaire qu'il s'occuperait du magasin et Yuli n'arrive pas à lui dire non. Elle décide de se venger du restaurant Gargile et dit à Kurt qu'elle l'aidera à cuisiner de délicieux petits pains à la viande pour gagner le concours de cuisine. Cependant, la fille nommée Luna leur dit qu'ils ne peuvent plus le faire car les voyous ont jeté toute la garniture qu'ils avaient et qu'ils ne peuvent plus rien préparer. Yuli lui répond qu'ils trouveront une solution et demande à Kurt s'il peut cuisiner de délicieux petits pains à la viande avec les autres ingrédients disponibles. Il répond que oui et Yuli lui demande d'apprendre à Luna comment les préparer, car c'est elle qui doit gagner le concours et rendre son père fier. Luna se prépare à le faire et Yuli demande à Kurt quels ingrédients elle doit acheter. Il lui demande d'acheter autant de cactus sucrés que possible au marché et d'aller chercher les haricots rouges qu'il a gagnés hier lors d'un jeu. Pendant ce temps, il prévoit de creuser juste devant l'étal et Yuli lui demande s'il est sûr de vouloir creuser dans la rue principale. Kurt lui répond que ce ne sera pas un problème, car il creusera rapidement et rebouchera ensuite le trou. Mais Yuli lui dit qu'il doit au moins obtenir un permis avant de faire cela. Peu après, les juges commencent à visiter tous les magasins participant au concours de cuisine et ils font l'éloge des beignets du restaurant Gargile. Ils sont convaincus qu'il va gagner car personne ne peut rivaliser avec lui. Mais plus encore, le gros qui tient le restaurant a acheté l'un des juges, donc quoi qu'il arrive, il s'assurera de gagner. À ce moment-là, certaines personnes commencent à faire l'éloge de petits pains à la viande et les recommandent à d'autres personnes dans la rue. Dès que le gros voit cela, il panique, car il était sûr que les voyous avaient fermé le magasin de petits pains à la viande. Il se précipite immédiatement vers l'emplacement du stand et est stupéfait de voir une énorme file d'attente. Non seulement ils vendent les petits pains très rapidement, mais il y a aussi une source thermale à côté de leur magasin et le gros bonhomme ne comprend pas ce qui se passe. À ce moment-là, les juges arrivent également et le gros homme essaie de leur dire de ne pas manger les petits pains vendus par le magasin, car ils sont remplis d'une substance noire gluante qui ne peut pas être bonne pour leur santé. Luna arrive également au même moment et demande au juge de goûter au moins les petits pains fourrés avant de prendre une décision.
Le juge qui a été soudoyé par Fatih prend un petit pain et le coupe en deux pour voir la garniture noire à l'intérieur. Luna commence à lui expliquer qu'elle est faite de haricots rouges bouillis et de confiture de cactus sucrés. Comme Kurt le lui a appris, les juges sont déjà impressionnés par cette recette innovante et lorsqu'ils goûtent les petits pains, ils sont vraiment ravis. Le gros est furieux, mais dès qu'il goûte les petits pains sucrés, il est conquis par leur goût et se met à agir comme s'il était en pleine guerre alimentaire. À ce moment-là, Yuli arrive également pour soutenir Luna et explique au juge que la pâte des petits pains sucrés est très moelleuse car ils l'ont pétrie avec de l'eau dans laquelle ils ont dissous du bicarbonate de soude. Fatih lui demande où ils ont trouvé cela, et Yuli répond qu'ils l'ont trouvé dans la source thermale qui se trouve devant eux. Fatih demande comment une source thermale a bien pu apparaître ici, et Yuli lui répond fièrement que Kurt l'a creusée à l'instant même. Il refuse de le croire, mais lorsque Yuli révèle que Kurt travaille dans un atelier, il se tait rapidement. Il change soudainement de stratégie en disant qu'ils ont sûrement creusé la source thermale sans autorisation et qu'ils seront certainement punis pour cela. Cependant, Yuli lui montre le permis que des mensonges leur ont permis d'obtenir directement auprès de Tekon. Fatih est maintenant abasourdi, puis Yuli explique que la source thermale que Kurt a creusée sert désormais de bain de pied relaxant et qu'elle va être placée sous la responsabilité de l'administration municipale en tant que nouvelle attraction touristique. Fatih perd la tête en entendant tout cela et il prend à part le juge qui l'a soudoyé pour lui dire de faire son travail et de convaincre les deux autres juges également. Cependant, le petit pain sucré a ouvert les yeux de Loki et le juge dit qu'il ne peut pas donner une mauvaise critique à ce magasin. Il dit même à Fatih qu'il n'a plus besoin de son argent et se dépêche de repartir. À ce moment-là, Fatih aperçoit les 3 voyous qu'il a engagés, cachés derrière un coin, et il se précipite vers eux. Il leur ordonne de détruire rapidement la boutique et leur dit que même s'ils se retrouvent en prison à cause de cela, il les fera sortir d'une manière ou d'une autre. Cependant, les bandits se mettent à parler d'une voix très féminine, disant qu'ils ne vont pas laisser passer cela. Fatih est déconcerté, mais il s'avère que les 3 voyous n'étaient que des illusions créées par des mensonges. Qui est là avec 2 espions? Elle dit à Fatih que les voyous qu'il a engagés sont déjà en train de pourrir en prison et que c'est maintenant son tour. À ce moment-là, Yuli arrive également pour lui bloquer la sortie et lui dit qu'ils savent qu'il fournit les ingrédients au château du margrave Tekon et qu'il utilise les restes de sa cuisine dans son restaurant. De plus, elle sait qu'il met du crack dans ses plats afin que ses clients deviennent accros et viennent plus souvent dans son restaurant. Fatih panique. Il demande comment ils peuvent bien savoir tout cela, et Liz prend son apparence à l'aide du poignard illusoire, expliquant qu'une fois, elle s'est rendue dans la cuisine du seigneur déguisée en lui, et que les chefs lui ont rapidement tout raconté. Yuli lui dit de se rendre et de se préparer à pourrir en prison à cause de son crime, mais le gros désespéré sort son couteau et se jette sur Liz. Heureusement, les espions le plaquent rapidement au sol et Yuli lui dit qu'il va être condamné à la prison à vie pour avoir attaqué un membre de la famille royale. Il ne comprend même pas ce que cela signifie jusqu'à ce que Liz se présente correctement, ce qui brise complètement son moral. Après cela, Liz taquine Yuli au sujet de son rendez-vous raté avec Kurt et lui dit que cela n'a plus d'importance maintenant, car Kurt est heureux. Plus tard dans la nuit, Tekon apprend l'arrestation de Fatih pour avoir attaqué Liz alors qu'elle profitait du festival et il est furieux, car ils étaient en bons termes. De plus, son assistant lui annonce que leur enquête a révélé que tous les chefs travaillant au château avaient été envoyés par Fatih, ce qui les disqualifie immédiatement de leur poste et ils sont donc renvoyés sur le champ. Tekon panique en apprenant cela, car Liz doit lui rendre visite le lendemain et il ne peut pas l'accueillir sans personne pour cuisiner. L'assistant a déjà un plan et suggère de lui présenter les petits pains sucrés qui ont remporté le concours de cuisine, accompagnés de thé. Tekon trouve que c'est une bonne idée et demande à son assistant de lui amener le chef qui a préparé les petits pains sucrés le lendemain matin. Le lendemain matin, Liz et Yuli se préparent à rendre visite à Tekon avec le faux maître d'atelier Rakuto. Ils ont une carte du château de Tekon sur la table et Yuli dit à Kurt qu'ils vont sauver son amie Hilda aujourd'hui. Elle décide de le mettre dans la confidence et lui explique que la pièce où Hilda est retenue captive n'est accessible que par la cuisine, ce qui permettra de lui apporter de la nourriture sans se faire remarquer. Rakuto dit qu'il va essayer de trouver des preuves que Hilda est retenue prisonnière là-bas, puis convaincre Tekon de la libérer. Il demande à Kurt de ne pas s'inquiéter et lui dit qu'il va aider Luna dans sa boutique jusqu'à ce que son père aille mieux. Une fois Kurt parti, Liz apparaît soudainement derrière Yuli, car elle a lancé 3 illusions en même temps à l'aide de son couteau. Elles avaient déjà prévu cela à l'avance, car l'utilisation de l'illusion pose 2 problèmes. Tout d'abord, Liz doit dégainer son couteau pour utiliser les illusions, mais elle ne peut pas rencontrer Tekon avec une arme dégainée. Ensuite, les illusions ne peuvent pas toucher les objets, ce qui peut poser des problèmes lors d'une réunion. Pour résoudre ces 2 problèmes, Liz décide de créer une illusion d'elle-même en plus de Rakuto, puis de devenir invisible pour tenir les objets si nécessaire. Sur ce, les deux se mettent en route pour rencontrer Tekon et Liz crée les 2 illusions avant de se préparer à disparaître. Cependant, à ce moment-là, ils reçoivent un message des espions leur annonçant que Kurt a été engagé comme chef cuisinier temporaire au château de Tekon et qu'il est déjà arrivé dans la cuisine avec Akiri à ses côtés. Yuli et Liz sont stupéfaits par cette nouvelle et ne savent pas s'ils doivent rire ou pleurer face à cette situation.
Il y a quelques minutes, Kurt était occupé à préparer des petits pains fourrés dans son stand lorsqu'il a entendu la jeune fille Luna crier dehors. Il s'est immédiatement précipité à ses côtés et a découvert qu'elle était simplement surprise parce qu'un chevalier lui avait ordonné de préparer immédiatement 100 petits pains fourrés pour leur Tekwon. De plus, il lui avait demandé de venir au château pour travailler comme chef cuisinier temporaire pour la journée, ce qu'elle ne pouvait pas faire car c'était l'heure d'ouvrir l'étal. Kurt lui a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car il allait préparer les petits pains fourrés, puis se rendre au château. Il donna les petits pains qu'il avait déjà cuits au chevalier pour qu'il les goûte pendant qu'ils attendaient qu'ils préparent leur commande, et dès qu'ils en prirent une première bouchée, ils furent conquis. Lorsque Kurt revint avec leur commande, il les trouva tous figés et pensa qu'ils étaient simplement fatigués après avoir été de service ces derniers jours. Cependant, le capitaine des chevaliers sortit de sa torpeur en entendant la voix de Kurt et lui dit que sa fatigue due aux heures supplémentaires pendant le festival avait disparu après avoir mangé le petit pain. Après cela, Kurt part pour le château avec Akiri lorsqu'il se rend soudain compte que le seigneur qui l'a convoqué est en fait Tekwon, qui a kidnappé Hilda. Il arrive bientôt à la cuisine où un assistant récupère les petits pains et lui dit qu'ils vont être servis à la princesse, bien qu'ils vivent pratiquement dans le mensonge. Kurt panique, pensant que les petits pains qu'il a préparés à la hâte ne sont peut-être pas assez bons pour lui être présentés, mais l'assistant lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il demande simplement à Kurt de rester en attente jusqu'à la fin de la réunion entre Tekwon et Lies et d'être prêt à préparer tout ce qu'ils commanderont. Alors que l'assistant s'en va, l'attention de Kurt se porte sur la porte au fond de la cuisine et il commence à penser à Hilda. Pendant ce temps, Lies rencontre Tekwon tout en maintenant les illusions et Tekwon tente de passer sous silence l'incident au cours duquel le chef obèse a tenté de l'attaquer. Pendant que Lies le tient occupé, Yuli est coincée à garder la porte et elle espère juste que Kurt ne fera rien d'imprudent. De retour dans la cuisine, Kurt se sent mal à l'aise car il veut vraiment ouvrir la porte et trouver Hilda, mais il comprend aussi qu'il ne doit prendre aucun risque qui pourrait faire échouer leur plan. Cependant, contrôler cette envie est assez difficile et Akiri remarque qu'il a l'air inquiet. Elle demande à Kurt ce qui le tracasse et il lui répond que son ami est peut-être derrière la porte, mais qu'il ne peut pas l'ouvrir pour l'instant. Akiri est tout excitée en entendant cela et lui dit qu'elle peut l'emmener derrière la porte pour chercher son ami. Elle le serre rapidement dans ses bras et l'instant d'après, Kurt se rend compte qu'ils ont été téléportés derrière la porte. Il est surpris qu'Akiri puisse le téléporter avec elle, mais il continue de penser qu'il ne devrait pas être là. Il dit à Akiri qu'il devrait repartir, mais elle lui répond qu'elle ne peut pas. Elle est contrariée car elle voulait chercher son ami avec lui. Alors que Kurt se demande comment la consoler, il entend une voix de femme provenant de la pièce voisine. Il pense qu'il doit s'agir d'Hilda et décide d'ignorer toutes les sonnettes d'alarme qui retentissent dans sa tête pour aller la secourir. Il sort une épingle et s'en sert pour déverrouiller la porte, mais à sa grande surprise, il ne trouve qu'une vieille femme dans la pièce. De son côté, Tekwon annonce à Rikudo qu'il souhaite le nommer gouverneur de la ville. Mais Rikudo répond qu'il souhaite lui poser quelques questions en privé avant d'accepter le poste. La fausse princesse quitte la pièce pour leur laisser un peu d'intimité et dès qu'elle part, Tekwon se détend soudainement, ignorant que la princesse observe tout. Elle est désormais certaine que Tekwon a des affaires avec l'écuyer Mester qu'il ne veut pas qu'elle sache. Alors elle décide de lui faire avouer qu'elle contrôle Rikudo et lui demande ce qu'il attend de lui. Eh bien, Jabba le Hutt apprécie beaucoup son attitude directe et demande à Rikudo s'il est intéressé par la jeunesse éternelle. Pendant ce temps, Kurt et la vieille dame sont surpris de se voir et elle lui demande d'entrer dans sa chambre car elle ne reçoit pas souvent de visiteurs. Il est trop stupéfait pour dire quoi que ce soit, mais la femme invite également Akiri à entrer. Akiri voit qu'elle n'a pas l'air bien et lui demande si elle va bien. La femme lui répond qu'elle n'a pas beaucoup mangé ces derniers temps et Akiri lui tend un petit pain fourré préparé par Kurt. La femme le prend sans hésiter et est étonnée de pouvoir le goûter, contrairement aux autres aliments. Soudain, Kurt se rend compte que la femme n'est pas vieille, mais qu'elle en a seulement l'air, et il lui demande comment cela est possible. La femme est étonnée qu'il puisse le deviner rien qu'en la regardant. Elle commence à s'émerveiller de ses autres capacités et lui demande s'il est un magicien célèbre, mais il répond qu'il n'est qu'un garçon de course à l'atelier local. Quoi qu'il en soit, la femme pense qu'il est vraiment spécial et dit à Kurt qu'il est peut-être la seule personne capable de sauver Hilda, qui est piégée juste sous sa chambre. Kurt panique en apprenant qu'Hilda se trouve sous la chambre et décide de transformer un morceau de pain dur en pelle pour creuser jusqu'à l'étage inférieur. La femme l'arrête et lui demande de la suivre dans un passage secret qui les mènera à Hilda. De retour dans la salle de réunion, Lies est choqué d'apprendre que Tekwon recherche la jeunesse éternelle. Rikudo explique que la jeunesse éternelle est le but ultime des maîtres alchimistes comme lui, mais que ce n'est pas quelque chose qui peut être réalisé si facilement. Tekwon lui répond que les humains ont une vie courte, mais que d'autres espèces, comme les elfes et les démons, vivent longtemps. Dans le passé, des expériences ont été menées pour implanter des cellules de démons et d'elfes dans des corps humains afin qu'ils puissent aussi vivre longtemps. Mais Rikudo répond immédiatement que ces expériences ont échoué et qu'elles ont été interdites en raison de leurs effets secondaires dangereux. Tekwon dit qu'il a pleinement confiance en les capacités de Rikudo et qu'il pourrait être la personne capable de créer un médicament permettant d'atteindre la jeunesse éternelle. Lies comprend alors tout son plan et veut créer l'illusion d'un voleur pour le démasquer. Mais avant cela, elle veut plus de détails. Rikudo demande donc à Tekwon pourquoi il est si pressé.
Il lui rappelle que la possession de cellules démoniaques et les expériences menées sur celles-ci sont légales, tant selon les lois du pays que selon les lois de l'Église. Cependant, si Taekwon est suffisamment désespéré pour révéler ses intentions à un parfait inconnu, c'est qu'il doit être à court de temps. Il dit que Taekwon ne semble pas avoir besoin de quoi que ce soit dans la vie pour vivre plus longtemps et qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre sûr qu'il veut utiliser le médicament. Taekwon refuse de répondre à cette question et dit qu'il a juste besoin du médicament. Lies décide qu'il est inutile de le questionner davantage. Elle passe donc à la deuxième partie du plan et demande à son clone à l'extérieur de crier fort. Immédiatement après, YI ouvre la porte et laisse entrer le clone, disant à Taekwon que des voleurs se sont introduits dans le manoir et qu'elle a essayé de les repousser, mais qu'ils se sont précipités vers la cuisine. Taekwon panique en entendant cela et dit à Rikudo et Lies de rester dans la pièce. Il demande à YI de les protéger à tout prix et lui dit de ne pas quitter la pièce. Il s'enfuit, mais Lies le suit tout en restant invisible. Elle atteint rapidement la zone cachée et Taekwon panique encore plus en voyant la porte de la pièce ouverte. En entrant, il commence à appeler Famille, ce qui trouble Lies, car c'est le nom de la fille de Taekwon. Il est vraiment dévasté en voyant qu'elle n'est pas dans la pièce. Pendant qu'il s'engage dans le passage secret, Lies décide d'inspecter la pièce. Elle trouve un cheveu gris sur le lit et aiguise ses sens pour trouver d'autres indices. Elle sent soudain l'odeur de Kurt. Même si elle veut immédiatement se précipiter à ses côtés, elle décide de rencontrer YI d'abord. Pendant ce temps, Famille conduit Kurt et Akiri dans la pièce où Hilda est retenue prisonnière. Kurt s'excuse auprès de ses amis d'avoir ruiné leur plan, puis ouvre la lourde porte pour voir Hilda enchaînée. Elle le reconnaît immédiatement comme le garçon qu'elle a rencontré dans le village et Kurt est vraiment heureux qu'elle se souvienne encore de lui. Il lui dit qu'il va la sauver maintenant, mais Famille le couvre. Elle désactive immédiatement les chaînes qui retiennent Hilda et Kurt se précipite à ses côtés. Cependant, lorsqu'il s'approche, il se rend compte qu'elle n'a pas changé du tout, même si cela fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. Il essaie de trouver au moins un détail qui aurait pu la rendre différente, mais il n'y parvient pas et finit par dire à Hilda qu'elle est toujours la même. Elle le frappe immédiatement en lui disant que c'est de sa faute si elle n'a pas pu grandir après qu'il lui ait donné ce médicament dans les montagnes. Elle commence à le frapper en lui disant que non seulement cela, mais qu'il a également quitté le village sans lui dire et qu'elle lui fera payer tout cela. Kurt continue de s'excuser, mais Akiri prend alors sa défense en disant à Hilda d'arrêter d'être méchante avec son père. Cela rend Hilda encore plus furieuse, car après l'avoir condamné à rester éternellement jeune, il a eu une fille. Kurt explique qu'Akiri est né d'un œuf et qu'il n'a donc pas vraiment fait d'effort pour avoir un enfant, ce que Hilda n'a pas de mal à croire. Elle dit alors à Kurt qu'elle a faim et lui demande s'il a quelque chose à manger. Il n'a que du pain dur et bien qu'Hilda lui dise que cela suffira, elle n'arrive même pas à le mordre. Famille demande alors à Hilda si son éternelle jeunesse est due aux médicaments fabriqués par Kurt, ce qu'elle confirme. Elle demande à Kurt s'il peut refaire ce médicament, mais il répond qu'il n'a pas revu de fleurs arc-en-ciel depuis cette fois-là et qu'il ne peut pas fabriquer le médicament sans elle. Hilda s'excuse auprès de Famille de ne pas pouvoir l'aider davantage, mais la vieille fille lui dit que cela ne la dérange pas. Kurt est choqué d'entendre le nom de Famille et lui demande si elle est vraiment la fille de Taekwon. Elle le confirme et la seule cellule cérébrale fonctionnelle de Kurt est en ébullition, essayant de comprendre ce qui se passe. Au moment où il arrive à une sorte de conclusion, Taekwon entre dans la pièce et est soulagé de voir que sa fille est saine et sauve. Il pense que Kurt est le voleur, mais Kurt lui répond que c'est mal d'enlever des gens, quelle que soit la raison. Taekwon lui dit qu'il ne comprendra jamais sa situation et Kurt répond qu'il la comprend parfaitement, car il est lui aussi père et qu'il aime sa fille. Cependant, il déraille immédiatement après cela, accusant Taekwon de ne pas aimer sa fille depuis qu'elle a grandi et d'avoir kidnappé Hilda, qui ne peut jamais vieillir, afin de pouvoir l'aimer comme sa fille pour toujours. Tout le monde est confus, mais Kurt n'en a pas encore fini avec son mode de Lulu. Il pense que, comme Taekwon accordait toute son attention à Hilda, Famille a bu un médicament qui l'a fait ressembler à une vieille dame, et tout le monde est stupéfait. Finalement, Kurt accuse Taekwon d'être un fichier PDF. Bien qu'il puisse laisser passer beaucoup de choses, le noble s'y oppose fermement. Cependant, Kurt ne cesse de jacasser et tente de culpabiliser Taekwon de ne pas aimer Famille une fois qu'elle a grandi. Hilda le paralyse soudainement parce qu'elle en a assez de ses divagations, puis elle se tourne vers Famille et lui demande si elle est sûre de leur plan. Famille affirme, s'accrochant au bras de Taekwon, qu'elle veut que Hilda le tue. Taekwon commence à transpirer en entendant ces mots et demande à Famille pourquoi elle veut cela. Kurt se pose exactement la même question, mais dans son esprit, il s'en tient toujours à la théorie selon laquelle elle déteste son père parce qu'il veut la remplacer par Hilda. Taekwon panique et se met à courir, disant à sa fille qu'il ne peut pas mourir dans un endroit comme celui-ci. Il sort du sous-sol, mais lorsqu'il arrive dans la chambre de Famille, Liz et Yuli sont là. Taekwon est choqué de les voir, puis Liz dit qu'elle a compris quels étaient ses plans. Elle sait désormais que Famille souffre du syndrome du vieillissement et que Taekwon essayait de la guérir. Cependant, il n'existe aucun remède connu pour cette maladie et même si elle était guérie, le corps du patient resterait vieux. C'est pourquoi Taekwon faisait tout son possible pour empêcher Famille de vieillir davantage en utilisant les cellules d'un démon pour créer un médicament de jouvence éternelle. Taekwon est furieux et leur donne raison, affirmant qu'il a tout essayé au cours de l'année écoulée pour soigner sa fille, mais que rien n'a fonctionné.
Bien qu'il ait suivi toutes les instructions d'un certain homme, il déclare qu'il en a assez d'attendre et qu'il est désormais prêt à vendre son âme au diable pour trouver un moyen de sauver sa fille. Il jette soudainement une pierre magique sur le sol et un cercle magique apparaît. Avant même que les filles aient le temps de réagir, Taekwon se coupe la main et verse son sang sur le cercle magique pour invoquer un démon. Cependant, rien ne se passe et le gros salaud panique, affirmant que le cercle magique aurait dû fonctionner car il est placé sur une ligne tellurique pleine de mana. Lise comprend soudainement ce qui se passe et lui dit que la ligne tellurique a été déplacée lorsque la source thermale a été creusée au milieu de la ville. Taekwon commence à penser que Lise était déjà au courant de son plan et que c'est pour cette raison qu'elle a obtenu l'autorisation de creuser la source thermale afin de pouvoir l'arrêter. Il commence à perdre la tête à cause de cela et Lise s'attribue tout le mérite, même si elle n'était au courant de rien. À ce moment-là, Hilda arrive et Taekwon tombe à terre, terrifié. Lorsque les filles se voient, Lise salue Hilda en lui disant qu'elle a tout entendu à son sujet de la part de Saul et Kurt. Hilda la remercie d'avoir pris soin de son Kurt pendant tout ce temps, et entendre une garce utiliser un adjectif possessif pour Kurt met Lise en colère. Elle renvoie la même réplique à Hilda, en disant qu'elle aussi a pris soin de son Kurt dans le passé. La tension monte entre les deux femmes et Yuli s'interpose, demandant à Hilda où se trouve Kurt. Elle répond qu'il se repose au sous-sol, car elle ne veut pas qu'il voie ce qui va se passer. Elle sort soudainement son épée et la pointe vers Taekwon, effrayant Lise et Yuli. Il lui demande pourquoi elle veut le tuer et Hilda répond qu'un jour, cette variante de Jabba le Hutt invoquera vraiment un démon et que beaucoup d'innocents perdront leur âme et leur vie à cause de cela. Famille ne veut pas être sauvée à un tel prix et c'est pourquoi elle lui a demandé de tuer son père. Taekwon est dévasté en entendant cela, mais il veut toujours que sa fille vive, même si cela coûte son âme et la vie d'autres personnes. Hilda décide de l'achever rapidement, mais à ce moment-là, elle entend la voix de Famille lui dire d'arrêter. Tout le monde se retourne et constate que Famille a retrouvé sa jeunesse, ce qui les laisse tous bouche bée. Taekwon lui demande s'il est en train de rêver, mais Famille lui répond que Kurt l'a guéri grâce à ses petits pains aux sources chaudes. Lise est une fois de plus impressionnée par Kurt et Yuli pense qu'elle aurait dû s'y attendre. Pendant ce temps, le sort de paralysie qui pèse sur Kurt commence à s'affaiblir et il peut à nouveau parler. Il demande à Akiri de sortir une bouteille brune de son sac et de lui donner un comprimé, ce qu'elle fait rapidement. Dès que Kurt avale le comprimé, il est complètement guéri de sa paralysie et décide d'aller aider Famille. Pendant ce temps, Famille et Taekwon vivent un moment émouvant lorsque Lise s'approche d'eux. Elle leur dit que Taekwon a commis des crimes graves et que même son statut noble ne peut le sauver de la punition. Famille demande à Lise d'épargner son père et de la punir à sa place, car il a tout fait pour elle, mais Lise a d'autres plans. Elle répond qu'en tant que membre de la famille royale, elle ne peut fermer les yeux sur ses actes, mais qu'à présent, elle est ici en tant que simple apprentie dans un atelier. C'est pourquoi elle ne va pas punir Taekwon, mais le faire travailler pour l'atelier à partir de maintenant. Taekwon accepte volontiers cette punition. Puis Lise se tourne vers Hilda et lui dit qu'elle doit l'accompagner car elles ont beaucoup de choses à discuter, mais qu'une fois qu'elles auront terminé, elle sera renvoyée chez elle en toute sécurité. Yuli dit qu'ils n'ont plus besoin que de Kurt pour effacer le cercle magique, mais soudain, un autre homme entre dans la pièce et dit qu'il n'y aura pas de fin heureuse dans cette histoire, car c'est lui qui l'écrit. Hilda reconnaît le gothique émo qui vient de revenir du Mégala comme étant scripté et lui demande depuis quand il a eu le courage de se dévoiler au grand jour. Lise et les autres sont également perplexes et se demandent qui est cet homme. Taekwon leur explique que Scripté est le démon qui lui a laissé Hilda et lui a également révélé la méthode pour invoquer un démon. Scripté dit à Hilda qu'il attendait que ses alliés attaquent Taekwon une fois qu'ils auraient appris qu'elle était retenue captive et qu'il était vraiment déçu qu'il n'ait rien fait. Hilda répond qu'elle était au courant de son plan et que c'est pour cette raison qu'elle a prévenu ses alliés à l'avance de ne rien faire qui pourrait causer de graves tensions entre les humains et les démons. Scripté n'est pas content d'apprendre que le scénario qu'il a écrit pour Hilda a été modifié par quelqu'un d'autre, ce qui lui rappelle également ses regrets passés, lorsque son plan visant à utiliser l'évêque pour assassiner Lise a échoué. Tout le monde est choqué d'entendre cela, puis Scripté dit qu'il n'aime pas que les gens interfèrent avec son plan. Il n'est pas content de voir que la malédiction du vieillissement qu'il a jetée sur Famille a également été brisée et d'apprendre que c'est lui qui a fait souffrir sa fille. Taekwon est vraiment en colère contre le démon. Il se précipite pour l'attaquer, mais une barrière magique arrête son coup de poing. Yuli se joint également au combat en attaquant le démon de l'autre côté, mais sa barrière est présente dans toutes les directions. Cependant, grâce à son épée sacrée fabriquée par Kurt, elle parvient à briser la barrière et Scripté se rend compte qu'il y a beaucoup de risques à l'affronter. Il décide d'invoquer un autre démon pour se battre à sa place et sort une bouteille de sa poche. Hilda dit à Yuli de s'emparer immédiatement de cette bouteille, mais il est trop tard. Scripté verse le liquide visqueux contenu dans la bouteille sur le cercle magique, l'activant, puis dit à tout le monde de profiter de son cadeau d'adieu. Au moment où Scripté disparaît, un autre démon apparaît à sa place et Yuli est horrifiée lorsqu'elle voit qu'il s'agit du même démon qu'elle a combattu dans les ruines. Elle lui demande comment il peut être encore en vie et il répond que les démons sont des êtres spirituels,
leurs corps ne sont donc rien d'autre que des réceptacles temporaires. Il admet que le combat dans les ruines lui a coûté beaucoup de son énergie magique stockée et qu'il n'a pas pu rester dans le monde humain. Pendant qu'il est occupé à monologuer, Lise essaie d'utiliser son couteau pour créer des illusions, mais le démon a tiré les leçons de ses erreurs passées et lui arrache instantanément le couteau des mains. Hilda l'attaque avec une explosion de feu infernale. Puis Lise et Yuli décident de lui sauter dessus, mais le démon les attaque avec des pointes sombres, les blessant. Yuli se demande comment le démon peut les attaquer après avoir encaissé l'attaque d'Hilda, et il répond que la seule chose qui pouvait lui faire du mal dans cette pièce était son épée sacrée, mais que maintenant que son bras est blessé, elle ne peut plus l'utiliser. Il enfonce les pointes sombres plus profondément dans leur corps, les faisant crier de douleur, mais à ce moment-là, Kurt arrive. Lise et Yuli lui disent de s'éloigner de cet endroit car il y a un démon, mais ce n'est pas une nouveauté pour Kurt. Au contraire, il est surpris de voir un seigneur démon, car il pensait qu'ils avaient tous disparu. Il se souvient soudain d'un dicton de son village selon lequel les seigneurs démons sont comme des cafards et que si vous en voyez un, il y en a une centaine qui se cachent à proximité. Cela touche une corde sensible chez le démon, qui dit à Kurt qu'il paiera pour l'avoir insulté. Il lui lance une puissante boule de feu, mais Akiri la fait disparaître et la renvoie sur le démon. Les dégâts sont suffisants pour annuler le pieu noir qui blessait Yuli et Lise. Alors que le démon prépare une autre boule de feu à lancer sur Kurt, Yuli se place devant lui, déterminée à contrer l'attaque magique cette fois-ci. Elle transperce la boule de feu, mais celle-ci ne disparaît pas. Yuli continue d'essayer, convaincue que grâce à l'épée magique fabriquée par Kurt, elle y parviendra. Soudain, l'épée absorbe la boule de feu et se recouvre d'une flamme bleue. Yuli décide de la renvoyer au démon. Elle brandit son épée et la boule de feu bleu prend la forme d'un oiseau pour attaquer le démon qui ressent une douleur intense. Il commence à craindre de perdre à nouveau, dans un dernier effort désespéré, il décide d'au moins emporter Hilda avec lui. Il joint ses mains pour les fusionner et former une lance capable de transpercer n'importe quoi, puis poignarde Hilda. Tout le monde panique, mais Hilda se contente de sourire, car elle n'a pas été blessée. Les mains du démon se brisent sous l'impact et il n'en revient pas, car son attaque peut même transpercer le mithril. Il demande à Hilda comment elle a pu survivre à cela et elle sort de sa robe le pain dur que Kurt lui a donné. Le démon devient fou, car il est impossible qu'un morceau de pain soit plus dur que le mithril, et il demande à Kurt qui il est. Kurt répond qu'il n'est que le responsable des tâches ménagères dans un atelier, ce que le démon a du mal à croire. Soudain, il comprend ce qui se passe et demande à Kurt s'il vient du village de Hast. Kurt répond par l'affirmative, ce qui cause un tel choc émotionnel au démon qu'il disparaît de la surface de la terre. Plus tard, Kurt raconte à tout le monde que leur village a souvent été attaqué par les seigneurs démons, alors ils ont imaginé divers moyens de les combattre et ont fini par les exterminer. Yuli est soulagé d'entendre cela et dit qu'il devrait maintenant effacer le cercle magique. Mais soudain, un trou noir apparaît dans le sol. Hilda se rend compte que Scripté a utilisé un produit chimique spécial pour invoquer le démon sans consommer d'âmes humaines auparavant. Cependant, le produit chimique ne fait que retarder le paiement et le démon tente maintenant de collecter une centaine d'âmes humaines pour couvrir les frais. Des tentacules sombres sortent du trou et attaquent tout le monde. Hilda leur dit qu'il est inutile d'essayer de les arrêter, car ils continueront à les attaquer jusqu'à ce qu'ils aient rassemblé une centaine d'âmes. À ce moment-là, l'assistant de Taekwon arrive avec les petits pains fourrés et les tentacules sombres se précipitent vers lui. Au lieu de l'attaquer, elle s'attaque aux petits pains. Une fois qu'elles les ont tous mangés, elles disparaissent avec le cercle magique. Tout le monde est perplexe face à ce qui se passe, mais il s'avère que l'assistant travaille en réalité pour Bandana, le membre louche de l'ancien groupe de Kurt, et elle lui a dit qu'à l'origine, les petits pains fourrés n'avaient pas été inventés comme nourriture, mais comme substitut au sacrifice humain. Cependant, tout le monde ne peut pas fabriquer des petits pains qui ont la même valeur qu'une âme humaine. Mais si Kurt le souhaite, il peut en créer autant qu'il le veut et invoquer autant de démons qu'il le souhaite pour accomplir sa volonté. Quoi qu'il en soit, l'assistante rapporte plus tard à Bandana que Taekwon a annoncé la nouvelle de la survie de Famille à la ville, ce qui a donné lieu à une célébration. Hilda a été interrogée par Mimiko, puis autorisée à rentrer chez elle avec Saul. Bandana est heureuse d'apprendre cela et pense que son maître avait raison de lui ordonner de protéger Kurt et Akiri du monde extérieur. Après cela, Kurt reçoit le titre de chevalier de la part de Taekwon, mais il pense qu'il n'a rien fait pour le mériter. Tous les autres membres de l'atelier obtiennent également une sorte de promotion grâce aux mensonges de Taekwon, et elle est désormais convaincue que la plupart des nobles n'oseront même pas essayer de se mesurer à eux. Pendant ce temps, Hilda rentre chez elle avec une fleur d'Oroshokom que Kurt lui a offerte en guise de cadeau d'adieu, car c'était une coutume courante dans son village. Hilda est toujours stupéfaite par cela et elle pense que Kurt est toujours le même idiot distant, même si cela fait 1200 ans qu'ils ne se sont pas vus. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et regardez la vidéo suivante sur votre écran.